Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en direct sur Instagram. Sachez que pour tous ceux qui ne pourront pas suivre l'intégralité de ce live aujourd'hui, vous pourrez déguster cette interview ensuite sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui rejoignent le live en direct sur la plateforme de Gaëtan, moi je suis Vanessa Gladon, ancienne médaillée en athlétisme. Je suis retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, je suis experte et coach en neurosciences appliquées. J'accompagne donc les sportifs et les anciens sportifs de haut niveau sur la question de la santé mentale, du bien-être après la carrière. Et justement, précisément pour cette raison, j'ai décidé d'inventer ce live, d'inventer ce podcast pour libérer la parole autour des sujets tabous, afin que l'on se sente compris, nous, sportifs de haut niveau. Merci donc d'être au rendez-vous. Et si tu écoutes ce podcast sur une plateforme, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles pour que d'autres puissent le découvrir. Dans le live du jour, l'une des figures les plus reconnues du bowling en France. C'est un joueur talentueux et dévoué qui a apporté une contribution significative à son sport. Une dizaine de titres de champion de France, vice-champion d'Europe récemment, d'autres médailles également au championnat d'Europe. Deux participations même au championnat du monde. J'ai l'honneur de vous présenter mon filleul. Et oui, on va expliquer pourquoi d'ailleurs, c'est mon filleul. Gaëtan Mouverou. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir tout le monde. Alors, mon filleul, ça le fait sourire, moi aussi d'ailleurs, parce que peu le savent, on a très peu communiqué dessus finalement. J'ai été quelques années, 1 an ou 2, je ne sais plus, marraine de l'équipe de France de bowling. Alors voilà, c'est mon filleul et j'ai découvert une discipline incroyable, technique, qui, franchement, tu m'as impressionné sur ta capacité à analyser un jeu, parce que vraiment c'est une expertise fine, j'ai envie de dire. Ouais, le bowling, c'est très très fin. Il y a tellement de choses à savoir. Je pense qu'on va y venir dans l'interview, mais il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à analyser et en même temps faire un retour sur soi-même après chaque lancer. C'est vraiment très très technique, très pointu. Justement, on parle tout de suite de la technique. On va rentrer dans le vif du sujet avant de partir sur ton histoire, sur l'énorme et incroyable demande mentale et ressources que ça nécessite. Techniquement, tu es capable de connaître la viscosité de l'huile sur le sol, le type, je vais dire presque l'élasticité du bois qui a été choisi. Et quoi d'autre? Parce que c'est fou. La première fois, on a discuté, on a échangé. Juste sur un lancer, tu me dis, comment on construit un bond, avec quoi? Parle-nous d'un truc qu'on ne soupçonne pas. En fait, le bowling, c'est un sport qui est invisible, où on voit pas contre quoi on se bat. Donc, comme tu dis, il y a la viscosité de l'huile. Donc, faut savoir qu'on met les propriétaires de bowling, les gérants de bowling pour les compétitions qui nous accueillent, mettent de l'huile sur la piste à un degré plus ou moins dur. Ils vont essayer de rendre le huilage plus facile ou plus difficile. Après, il y a la type de piste. Donc, on joue sur du synthétique principalement, sauf que le synthétique est le même dans différents bowling, mais il n'est pas usé de la même façon. Donc, faut essayer de trouver à peu près l'usure du synthétique. On veut savoir combien de temps le bowling est ouvert, savoir s'il marche super bien, s'il marche moins bien. Ce sont des questions que tu poses quand tu arrives. Ouais, c'est des genres de questions, on sait déjà les réponses, parce qu'on joue souvent dans les mêmes bowling et on a souvent les mêmes infos et on les garde au fur et à mesure. Mais là, on est sur 2 critères simples. Après, il faut savoir la difficulté du huilage, le nombre d'unités d'huile dans le huilage, donc le volume du huilage. Donc là, on n'est que sur la partie invisible. Mais après, il faut que nous, on s'adapte à ça et on a plusieurs boules qui font plusieurs choses différentes. Sauf qu'on va jouer avec des joueurs qui vont faire d'autres choses différentes, donc il faut aussi s'adapter aux joueurs. Après, on a la topographie de la piste, donc comment la piste est inclinée. Donc tout de suite, je enlève le mot incliné parce que c'est pas la vraie chose. C'est vraiment, elle va être des fois un peu légèrement inclinée à droite. Si vous faites gouttière à chaque fois, c'est pas à cause de la piste, hein, c'est de votre faute. Hein, c'est vraiment pas. Oh, tu viens de nous enlever une excuse. Donc, ce qui fait qu'on doit, sur les championnats, on sait l'inclinaison de la piste. Donc, on sait si des paires de pistes, parce qu'on joue toujours sur 2 pistes à chaque fois, on sait si la paire de pistes est plus ou moins facile et plus ou moins scorable. Et des fois, on doit l'analyser juste avant de jouer, quoi. Donc, on va faire une partie, on change après chaque partie, on va sur une autre paire de pistes. Et donc, on doit aller voir si les joueurs jouent bien, si les joueurs jouent moins bien, parce que des fois, on va devoir faire 230, 240 points sur une paire de pistes, alors que on peut faire que 200. Si on fait 200, on a super bien joué. Et des fois, on va faire 220 points alors qu'il vous faut en faire 250. Donc, il faut analyser tout ça, quoi. Il y a encore 1500 trucs à analyser, mais on va essayer de garder le plus simple possible.
En préparant cette émission, j'ai des amis qui ont vu évidemment la promotion de ce live qui m'ont dit dis-lui que moi j'ai fait 213 et demande-lui si c'est bien pour un Très amateur bien. de faire C'est 213. très très bien, 200. En général, les amateurs, ceux qui jouent pas souvent, quand ils font au-dessus de 100 points, c'est déjà bien. Au-dessus de 150, c'est très bien. Alors au-dessus de 200, c'est très très bien parce que faut savoir que les moyennes des joueurs pros, elles sont autour de 230. Petite anecdote, en ce moment, il y a les championnats du monde de bowling professionnels. Donc faut payer son entrée, c'est un peu spécial, mais on appelle ça, c'est comme les World Series of Poker, pour ceux qui connaissent les World Series of Poker, c'est pareil au bowling. Donc c'est le World Series of Bowling. Et là, les moyennes, je crois que les 16 meilleurs sont à plus de 235 de moyenne. Ok. Donc, pour vous dire déjà, mais ils font ça là, ils ont déjà fait 30, ils sont à 40 parties là. C'est très très dur. Le score maximum, justement, c'est 300. C'est Et 300. toi, je sais que tu l'as fait au moins une fois. Ouais. Combien de fois tu as atteint le score parfait? En tournoi, si je dis pas de bêtises, 17. Ah ouais. En tournoi, donc c'est que des 300 en compétition. Hors tournoi, j'ai pas compté, pour être très honnête, parce comme j'étais en sport-études, je pense qu'on reviendra sur la carrière après. On faisait beaucoup d'entraînement, donc il y a des fois on faisait 300, on les comptait pas. Alors c'est plus arrivé sur le tard, mais au moins 30, 300 en tout, je dirais, comme ça, si je dois dire un chiffre. Mais 17 officiels, ça c'est sûr. Justement, la difficulté, j'ai envie de dire, d'un joueur de bowling, un bowler, Ouais, c'est ça. c'est presque de jouer à l'envers. C'est-à-dire que pour vous, un strike, c'est normal. Ouais. Faire un strike, c'est normal. C'est ne pas faire le strike qui est un problème. Ouais, en fait, Et donc, presque ta carrière, c'est de faire des tirs au but tout le temps, quoi. ouais, c'est ça. En fait, c'est de trouver le meilleur moyen pour faire le plus de strikes le plus souvent possible. Ce qui est très dur parce que c'est impossible de faire tout le temps strike. Donc, on est dans l'anticipation, dans l'analyse, c'est dans la répétition parce que c'est un geste très technique Mhm. et qui est très pointu et la moindre erreur a une incidence sur la piste, sur la possibilité que la façon dont la boule va tourner, la possibilité dont les quilles vont tomber. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et donc, ce qui fait que souvent on est déçu de pas faire strike, alors que c'est bien des fois. Ça nous donne des infos. Donc, des fois, on va faire plein de séries de strikes et on va pas voir qu'il y a quelque chose qui se passe parce que c'est très visuel sans l'aide parce qu'on voit rien. En fait, on se bat contre quelque chose d'invisible. Et en fait, on dit ça bouge et il faut analyser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, des fois, on va mettre 6 strikes, on va pas être content parce qu'on va se dire, bah, il manque un truc, il manque un truc et on en aura mis 6. Il y a des pros, des fois, ils font 6 strikes et au bout de 6 strikes, ils changent de boule pour faire les 6 derniers, par exemple. Ça, j'ai déjà vu ça je sais pas, sur un tournoi pro. Donc, ouais, c'est tout le temps dans l'analyse et rechercher la perfection, sachant qu'elle est, je vais pas dire inatteignable, mais c'est impossible de faire que des parties à 300. Avant de parler de tes débuts, Ouais, de la manière dont est arrivée cette passion, j'ai quand même noté deux choses assez étonnantes. C'est que ça a été très difficile pour moi de réunir un palmarès, ouais, c'est-à-dire en une fois. D'habitude, quand on voit un sportif, on a son palmarès dans une interview ou ouais. quelque part. Toi, il y a un bout d'interview qui me donne tant, il y a un truc qui me dit si, j'ai un résultat par là. C'est fou comment. Pourquoi il n'y a pas un endroit où il y a ton palmarès quelque part? Ben, c'est vrai que ça pourrait être un truc qui pourrait être sur le site de la fédération, sur les joueurs de l'équipe de France, mettre leur palmarès. Alors, je crois qu'ils ont fait quelque chose comme ça récemment, mais il n'y a pas d'endroit pour recenser tout ça. Et même moi, on joue des tournois tous les week-ends presque. Alors, je vais pas dire à force de gagner, mais il y a tellement de tournois qu'on joue depuis 15 ans maintenant, à haut niveau, je Mm. parle, qu'on en oublie ce qu'on fait, quoi. Malheureusement, il y a des tournois qu'on se souvient même pas. Ah, j'ai joué ça l'autre fois, j'avais gagné ça. Des fois, c'est un rappel Facebook. Ah, vous avez gagné ça il y a telle année. Donc non, c'est très dur d'avoir ça et je pense que même enfin, on peut revenir dessus, mais le palmarès du bowling français dans le monde est très dur à trouver, quoi. Donc, il y a encore beaucoup de place à l'amélioration sur la communication du bowling, ne Ouais, serait-ce ouais, c'est qu'en sûr. Bah, le interne, problème, hein, c'est parce qu'on que on est juste vous un, référencer, savoir ce que vous ouais, c'est avez ça. fait, ce serait déjà pas mal, C'est quoi. compliqué. Mais on est un sport mineur, donc on est une très petite fédération. Il y a 9000 licenciés. Donc c'est pas beaucoup, sachant qu'il y a des millions de personnes qui vont au bowling tous les ans, quoi. Alors le ratio il est pas ouf, mais on a un sport mineur et les gens. Alors il y a une petite mode en ce moment autour du bowling, moi je trouve dans les endroits où je vais, dans les bowlings que je visite, parce que je fais un métier qui est autour du bowling maintenant. Mais ouais, c'est très très dur, quoi. C'est une petite fédération et il n'y a pas beaucoup de moyens derrière nous, c'est vraiment pas simple. Et la deuxième chose que j'ai notée en cherchant un peu des infos Mm. sur toi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui te remercient pour ce que tu fais pour le bowling. Est-ce que tu as le sentiment d'apporter quelque chose? Ils parlent bien de ta contribution à leur sport. Qu'est-ce que tu Ouais, apportes au bowling? je sais pas ce que j'apporte. Alors j'ai été très
très mis en avant à une période sur tout ce qui était télévisuel, interview, etc. Et je pense que moi, ça me plaisait, j'aimais ça, hein. Je suis quelqu'un d'Internet, je suis quelqu'un de la caméra, donc ce qui fait que ça m'a toujours plu, ça m'a jamais dérangé. Et je pense que j'ai toujours bien parlé de notre sport et le mettre en avant. Après, je pense qu'il y a des petits trucs qui ont fait que ça a bougé des choses. J'ai été l'un des il n'y a pas eu de joueurs français qui sont allés sur le Tour Pro. J'étais le premier à aller sur le Tour Pro. Enfin, pas le premier, on est parti à deux, mais j'étais le premier à le faire 3 ans de suite, par exemple. Ça a ouvert des portes aujourd'hui. Juste pour, je sais pas s'ils sont sur live, mais je leur fais un petit coucou. Mais juste pour il y a deux jeunes aujourd'hui, il y a un mois qui sont partis et qui ont fait une finale pro, ce qui est vraiment énorme. Il y a ma conjointe, je pense qu'on va y venir aussi, qui a été la première joueuse française à faire une finale professionnelle. Donc, il y a eu. Alors, est-ce que j'ai ouvert des portes? Je sais pas. Mais je me souviens surtout quand le jour où j'ai dit je veux être pro, on m'a dit il est fou, il comprend rien. Et 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, on a dit bah, aujourd'hui on cherche à avoir des jeunes qui deviennent pros, on cherche à mettre des jeunes sur des universités américaines, alors qu'il y a 5 ans de ça, 6 ans, 8 ans de ça, je pense quand on s'est rencontrés, bah, c'était impossible, c'était impensable. Nous, on n'avait pas de porte pour ça et on commence à casser des portes au fur et à mesure. Alors, est-ce que j'étais précurseur là-dedans? On pourra dire oui, on pourra dire non, je sais pas. Je pense que le fait de dire on peut faire, on a les moyens en France, on a la structure en France, on a les compétences et le talent pour le faire, ça a peut-être aidé des jeunes à se dire bah en fait lui il a réussi, euh, ou il était pas loin parce que sur le circuit pro j'ai pas réussi, mais il était pas loin, il sait le faire, il a pu le faire, il lui a manqué ça, ça, ça. Ben moi je peux peut-être le faire, prendre ce qu'il a pas réussi pour le faire. Et aujourd'hui ça, sur deux jeunes qui sont partis là, comme je dis, il y a un mois ça a marché. Ma conjointe est partie l'été dernier, ça a super bien marché aussi. Donc je pense que merci à ma contribution, je pense que c'est plus pour essayer de casser des portes et casser les codes en disant ben peut-être pas on peut vivre du bowling en France, mais on peut s'approcher du niveau international. Et comme tu l'as dit, on a été vice-champion d'Europe en équipe en juin dernier. Et c'est une grosse perte parce que je pense que ça fait au moins 15-20 ans qu'on n'avait pas fait médaille en équipe. Il y a eu des médailles individuellement, mais en équipe, c'est un peu le saint graal du championnat d'Europe. Et faire vice-champion d'Europe, on a perdu contre une équipe de pros de très très peu, ça s'est joué à rien. Et je pense que ça a peut-être permis à faire des choses et on est deux jeunes qui se suivent depuis 10 ans maintenant, qui sont en équipe de France senior. On essaye je suis pas tout seul, hein, il y en a d'autres qui sont avec moi, mais on est deux à vouloir amener quelque chose à cette équipe qui fait peut-être que ça aide certains joueurs et ça donne une bonne image du bowling français à l'international, peut-être. Voilà. Longue Donc réponse. tu débutes le bowling super tôt, hein. Tu Ouais, débutes le bowling vers 6 ans et demi, 7 ouais, ans, là, parce que ta j'ai mère en a marre que ouais, tu fasses aucun sport, que tu trouves pas. Finalement, exactement. vous passez devant un bowling, tu dis bah tiens, c'est un sport, pourquoi pas. Et Ouais, là, l'amour était parti, main dans la main, ouais, vous pas, devenez pas forcément l'amour. inséparables. Pour revenir sur le début, donc là, en octobre dernier, j'ai fêté ma 20e année de bowling. Et cette À année, 28 ans. à 28 ans, ouais, 27, parce que j'ai 28, je suis de fin d'année. Et, et cette année, 2024, c'est ma 20e année de licence. Donc en septembre 2024, ce sera ma 20e année où je suis licencié à la Donc, fédération. Et donc, en résumé, à 27 ans, t'es vieux, quoi. ouais, c'est ça. Et ouais, donc ma mère s'est arrêtée par hasard dans un bowling en disant est-ce que je peux le mettre là-dedans parce qu'il va rien faire le mercredi après-midi. Au début, ça m'amusait pas trop. Et pour revenir sur l'anecdote, c'est à mes 10-11 ans, en fait, il y a un classement mensuel sur la fédération par catégorie. Et vers mes 11 ans ou 12 ans, je sais plus, j'étais en Benjamin et mon coach de l'époque vient me voir en me disant ouais, bah, t'es premier de ta catégorie. Donc t'es le meilleur joueur français au listing quoi dans ta catégorie. C'était Benjamin. Je dis bon, ouais, c'est bien. Et en fait, je me suis dit, ah, en fait, c'est vrai, putain, si je suis pas bon dans les autres sports, alors c'est un petit sport, peut-être qu'un jour je pourrais être une fois champion de France. Et après, bah, si tu veux, je peux raconter la suite de ma Ah carrière, bah comme ça vas-y, on enchaîne. je t'en prie, je Donc, t'écoute. faut savoir que donc il n'y avait pas de championnat de France pour les jeunes, donc ça a commencé en mini, mais mon premier championnat de France en mini, je me suis fait ramasser parce que j'étais toujours dans les meilleurs, mais je savais pas gagner, quoi. Et un jour, je suis allé voir le coach de l'équipe de France à l'époque et je lui ai dit, écoute, j'en ai marre de perdre, je veux gagner. Et il m'a dit, bah, si tu veux, l'année prochaine, tu peux rentrer en sport-études bowling. Donc, le sport-études bowling se situe toujours à Toulouse. À Toulouse, ouais. Et donc, c'est Pôle France bowling. Et j'ai dit, ah bah oui. Donc, je suis allé voir ma mère, je dis, bah, l'année prochaine, je vais au sport-études. Ma mère dit, bah non, tu n'iras pas. J'ai dit, bah si, je vais y aller. Et en fait, après avoir négocié, avoir visité le Que toi, tu Crève, viens d'Angoulême, hein, c'est ça? moi je viens de Ouais. Charentes-Angoulême, ouais. Après avoir visité le Crève de Toulouse, bah, ils ont dit, bon, bah vas-y. Et je suis rentré en sport-études à 13 ans, en troisième. Et après, bah, la carrière, c'est là où ça part, hein, quand on s'entraîne 20 heures par semaine. À l'époque, on s'entraînait beaucoup plus
que maintenant, mais c'est 20 heures par semaine et à un moment donné, bah, ça décolle. Donc la première saison, on refait tout le jeu, on apprend, on réapprend tout, on apprend à maîtriser son jeu. C'est une saison pas top quoi en termes de résultats. Et la deuxième saison, j'ai mon premier titre de champion de France, donc en minime. Et après, bah, j'ai fait 9 ans de sport-études, équipe de France à partir de 15 ans, je pense. Première sélection à 15 ans. J'ai raté qu'une sélection depuis. Deux sélections j'ai raté depuis. Et voilà quoi. Après, je sais pas sur quoi tu veux qu'on avance sur le Mais palmarès. justement, derrière, tu décides de devenir pro, ce Ouais, qui n'avait jamais été fait en ouais. France. Alors, Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure, vous ouais. étiez Donc deux j'ai à se lancer décidé dans cette aventure-là. de devenir pro sur une conversation avec quelqu'un qui me dit, tu sais, à ton âge, j'aurais pu être pro et aujourd'hui, je regrette de pas avoir tenté. Et j'ai 20 ans et je me dis, bah ouais, cette phrase m'a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, c'est maintenant. Parce qu'en fait, le système, qui est dommage en France comparé aux USA, le système français, une fois que le lycée est terminé, c'est très dur de faire du sport de haut niveau, surtout pour les sports mineurs, comme nous. Et je me suis dit, bon, financièrement, c'est pas top, mais je m'en sors. Euh, je trouve des arrangements à droite à gauche et des sponsors. Faut que j'y aille, quoi, c'est maintenant. Mais l'erreur dans tout ça, c'est comme j'ai été le premier, il n'y a eu personne avant moi pour me dire, t'es trop jeune, t'enflamme pas. On m'a tout juste dit, t'es fou. Et moi, j'étais dans mon truc. Pourquoi Et donc, j'ai pas fait. trop jeune? Qu'est-ce que ça veut dire En trop fait, jeune? faut savoir que donc 21 ans, c'est trop jeune parce que les pros contre qui je joue ont minimum 30 ans. Et ça fait pas D'accord. 10 ans qu'ils sont sur le tour à faire ça tous les jours. Et donc, il y a un écart de maturité. Et pour moi, il n'y avait pas d'écart de maturité. Moi, j'étais un excellent joueur, pour moi, de mon point de vue. Et je me suis dit, je vais les battre, quoi. Je vais apprendre, mais les battre, parce que j'y vais pas pour perdre. Mhm. Et en fait, à Tu chaque l'as fois, toujours dit, hein. Je vais être ouais, le meilleur joueur du monde. Tu l'as ouais, toujours. ouais. À chaque fois, je revenais des USA, je dis, putain, j'ai encore pris une claque, quoi. J'ai encore pris une claque, je sais pas ce qui manque. Donc, je bossais encore plus. Ça a duré 2 saisons. Et après, on arrive sur la période du Covid où là, ça a un peu tout changé. Justement, est-ce que tu est-ce que tu sais ce qui manque? Parce que c'est un sport qui est né aux États-Unis dans les années 1900, dans le Moi, 19e siècle. ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il manque en France, pour un joueur français, pour être pro, c'est une vraie structure autour après le lycée. Parce que je pense que je maintiens ce que je dis et je suis sûr enfin, je suis très têtu, hein. Je suis sûr de ce que je pense. On a l'une des meilleures structures en Europe jusqu'au lycée. On a une structure où on s'entraîne tous les jours, où il y a de la prépa mentale, de la prépa physique, un suivi médical, il y a deux coachs. Enfin, vraiment, c'est une grosse structure qui marche, qui a marché. À mon époque, pour revenir sur le palmarès, on a fait record d'Europe avec cette structure en double. J'avais le record d'Europe en double qui a été battu depuis, hein, mais on a eu le record d'Europe pendant 3 ans. On a fait cinquième en championnat d'Europe en équipe sur la première année en ayant deux joueurs de la Mhm. structure. On fait médaille tous les ans. Et la dernière année, un joueur de la structure fait double champion d'Europe chez les mecs. En suivant, il y a eu des médailles. On est passé d'une époque sans médaille à tous les ans, il y a eu une médaille en championnat d'Europe jeune. Donc la structure, elle marche en jeune. Mais une fois que ça arrive chez les seniors, parce qu'on appelle ça les seniors chez les élites, on va dire, ben, il n'y a plus rien, quoi. On est laissé un peu à l'abandon. Mais je pense que c'est plus le système français Français. sportif Là, tu es en train de parler du ouais, système qui est français pas. dans Oui, tous les et sports, hors sport pro. un sport pro. Et c'est là où on a un souci, quoi, parce que aujourd'hui, je pense que ça va être très dur d'avoir un Français qui est pro à cause de ça. Parce qu'à 21 ans, ou enfin 19 ans, quand tu sors du bac, tu n'as plus rien, quoi. Les facs, elles aident, mais sans plus. Les BTS, c'est impossible d'avoir des horaires aménagés. Enfin, c'est vraiment très difficile et je pense que c'est ça qui a manqué. Un suivi un peu comme les collèges aux USA, Eh les ben justement, universités j'allais y américaines. venir, je te laissais terminer pour me dire, tout à l'heure, tu l'as évoqué. Pourquoi tu as pas eu envie de J'ai partir aux essayé, US, à j'ai l'université? essayé. T'as J'ai essayé, ok. essayé, mais le problème, c'est que c'est aussi là-bas un sport mineur et qu'un trimestre, c'est 10 000 euros. Et à l'époque, mes parents n'avaient pas 10 000 euros, enfin 30 000 euros à mettre par an, quoi. Ouais. Même s'il y a des aides, on va dire, on était à 15 000 euros l'année, mais il fallait compter les billets d'avion, etc., etc., et c'était pas Mhm. possible. J'ai fait une demande pour université, j'ai jamais eu de retour, et on n'avait pas de contact Il y avait pas en France. la possibilité, comme pour je sais pas, je parlais d'un sport que je connais bien, l'athlétisme, où justement l'université prend en charge Ouais, si, il y a, les frais mais de chez les hommes, scolarité. c'est plus dur que chez les femmes. Ok. Chez les femmes, il y a plus de possibilités. Pourquoi? Je sais pas. Mais tu payes une grande partie de ton année, quoi. Je crois que c'était 15 000 euros l'année à payer. Je crois que c'était 30 000 et 15 000 avec les aides de l'université. Donc
c'est un vrai budget, quoi. Et à l'époque, on n'avait pas, les barrières n'étaient pas autant cassées aux USA aussi pour notre sport parce qu'ils prenaient que des Américains. Aujourd'hui, dans toutes les équipes américaines, il y a au moins un Européen, ce qui a beaucoup évolué aussi. Donc, ça a beaucoup changé. Et en fait, tous ces Américains pourquoi on peut pas, c'est plus dur pour les Français de réussir sur le circuit pro, je reviens là-dessus. Tous les Américains de 19 à Tu fais les 23 ans. enchaînements, c'est bien. Ouais. J'allais venir aussi. Très bien, vas-y, je t'écoute. Attends, je m'allonge. Tous les Américains de 19 à 23 ans, ils jouent à très 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 haut niveau et ils font déjà des tournois contre des pros. Plus les tournois les week-ends où ils jouent contre des pros, plus les tournois pros, en fait, ils sont déjà formés à ça. Et moi, j'arrive à 20 ans, on va dire 20 ans là-dedans, je sors de mes cours, ça fait 6 mois que je décide d'être pro, c'était sûr, j'allais me faire allumer. Et donc, je me suis fait allumer. Et en fait, mentalement, ça devient dur. Après, on peut y venir, ça devient dur d'y retourner. J'ai eu un événement qui m'a marqué là-bas, qui m'a un peu bloqué sur les USA. Ça s'est très mal passé avec un pro, pour pas rentrer dans les détails. Ça s'est très très mal passé, ça m'a beaucoup marqué. Et sauf qu'après, C'est-à-dire, ça s'est mal passé, il m'a insulté quand même. sur les pistes. Ok. Voilà. Pourquoi il t'a insulté? Parce qu'il y a des règles de priorité. Il y a beaucoup de règles dans le bowling qu'on voit pas, mais il y a une règle de priorité et je vais pas respecter la priorité. Donc c'est à toi de jouer à tel moment et je le savais pas. Quand tu arrives à 20 ans dans un truc comme ça, tu sais pas. Et je me suis fait, il m'a insulté au bout de 8 lancers sur mon premier circuit pro, quoi. Et l'anecdote, c'est que sur ma première partie professionnelle, je commence par les 7 premiers strikes. Et à la 8e, et à la 7e, il m'insulte, je fais strike. À la 8e, j'ai le cerveau, il fait demi-tour. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Parce que le mec, c'est une légende du sport. Beaucoup de gens du bowling connaissent cette anecdote parce que je m'en cache pas. Et je le respecte. Bon, plus maintenant, parce que vu ce qu'il m'a fait, j'ai plus envie de le respecter, hein, malheureusement. Mais je respecte son palmarès, mais plus la personne. Et en fait, à la 8e, je fais un trou. Donc, je fais pas tomber les 10 quilles en 2 lancers. Et là, le tournoi, il passe dans un autre monde, quoi. C'est ma toute première partie. Je mets les 7 premiers strikes. Le 8e, j'ai le cerveau qui fait demi-tour, on va dire. Désolé de l'expression, mais qui part un peu dans tous les sens. Et là, et là, tu te retrouves à. En fait, j'étais plus concentré sur qu'est-ce que je devais faire pour faire strike. J'étais concentré sur quand est-ce qu'il va m'agresser et quand est-ce que je dois jouer, parce que c'est une règle de priorité que je connais pas, que j'ai pas comprise. Et quand est-ce que je dois jouer. Tout ça à 20 ans. D'un point de vue neuroscientifique, évidemment, ce sont tes émotions qui ont pris la possession de ton corps et qui ont commencé à gérer. On va y revenir justement sur la prépa mentale, mais pour bien comprendre l'histoire, est-ce que, puisque de toutes les façons, on a bien compris qu'il y a une composante physique, physiologique, notamment sur la durée au bowling, mais il y a une composante très, très, très mentale qui est rester dans sa bulle, rester concentré, etc. Te voyant faire cette strike, c'est comme dit. Est-ce que c'était pas aussi tactique de déstabilisation? Parce qu'il aurait pu le faire plus tôt, il aurait pu, enfin, je veux dire. Peut-être, j'ai pas fait attention, mais il y en a, ils m'ont dit, peut-être qu'en fait, il a vu que tu étais un jeune bon et il se dit, je vais user de mes armes. Hein, j'aurais jamais la réponse, hein, mais ouais, ça se peut. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le sport bowling, qui est un sport très mental, on est quand même un sport assez complet parce que comme tu disais, les compétitions durent longtemps. On peut jouer 6-7 heures par jour pendant 3-4 jours de suite. Après, donc, faut un peu de physique, sauf qu'il faut un peu de tactique, tout en analysant et tout en étant présent mentalement, à pas dire ah lui il a de la chance, ah lui il a fait ça, oh j'ai fait ça, oh lui il m'a dit ça. Rester dans ton monde. Rester dans ton monde parce que notre lancer il dure 2 secondes, donc on joue toutes les 5 minutes un lancer qui dure 2 secondes. Notre approche pour technique dure 2 secondes. Donc faut être concentré, prêt physiquement à l'instant T. Et donc on a un sport assez complet parce que c'est très long, quoi. Est-ce que tu peux avoir ton prépa mental à côté de toi? Alors, on a toujours, sur les compétitions, on a souvent les coachs qui sont là. Mais le problème, c'est que, je te prends l'exemple, quand on fait une compétition et qu'il y a l'équipe de France qui joue, on va être sur un bowling de 30 pistes et il va y avoir un joueur toutes les 6 pistes. Et donc, les coachs, ils n'ont pas le temps de passer partout. Et on fait beaucoup de compétitions seuls. Donc, on s'en est livré à nous-mêmes tout le temps. Après, sur les championnats d'Europe, on a toujours un coach. Maintenant, la fédération a compris que avoir un prépa mental, c'était important. Donc, on a un prépa mental en plus sur les championnats. Donc, ça aide. Qu'est-ce que ça change, justement? Est-ce que tu as vu une vraie... Alors, tu l'avais déjà à Toulouse, hein? Alors, moi, j'ai toujours bossé avec une prépa mentale perso à Toulouse, avec qui j'ai mis en pause après mon départ de Toulouse et avec qui j'ai repris contact pour préparer le championnat d'Europe. Le dernier, on fait vice-champion d'Europe. Et moi, je suis quelqu'un de confiance. Donc, pour moi, ça a été très dur ma prépa mentale, ça faisait 4 ans, 5 ans que je bossais avec. Et la nouvelle personne qui est arrivée, c'était tout nouveau, tout récent. Et
il n'y a pas eu ce truc au début, il n'y a pas eu cette confiance mutuelle au début. Et moi, je fonctionne beaucoup à la confiance, à l'affection. Et ça s'est pas très bien passé au début. Et ce qui fait que je m'en suis pas trop servi de la prépa mentale à ce moment-là. Juste avant mon championnat était catastrophique. Et juste avant le dernier événement, je suis allé le voir et là, on a discuté. Et là, ça m'a aidé pour passer à autre chose, quoi. Et après, ça joue un détail, le bowling, parce que ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Le lendemain, il y a un lancer clé et suivant comment tu réagis en fait, je fais un très bon lancer qui fait pas strike, qui fait un split qui est très dur. Et la réaction à ce lancer est ultra importante parce que c'est le lancer qui résume la semaine de championnat. Et c'est soit je rebondis ou soit je me morfondre. Mais j'ai besoin de ce petit brin de réussite et j'arrive à remettre 2 strikes de suite derrière. Et c'est la petite réussite et le championnat a totalement changé pour moi derrière sur les restes. Donc c'est très utile pour beaucoup de joueurs. Il y en a qui l'utilisent plus ou moins. Mais le problème, c'est que je vais dire, on va faire 30 tournois dans l'année. Et sur les 30, on aura une fois un coach qui sera au championnat d'Europe. Donc on fait 29 tournois seul et un avec un coach. Donc c'est très très dur notre sport quand même. Pour revenir sur la notion de équipe de France et de pro, parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus l'ambition d'être un joueur pro. Non. Pour autant, tu fais encore partie. Alors, tu m'arrêtes si j'ai tort. C'est ça, hein, tu n'as plus l'ambition d'être pro, pour autant, tu fais partie de l'équipe de France. Exactement. Quelle est la différence? Nous, enfin, en tout cas, de mon point de vue, j'arrive pas à voir la différence. Ouais. En fait, aujourd'hui, un pro, il gagne sa vie en faisant son sport. On est d'accord là-dessus, je pense. Oui. Et quand tu es en équipe de France de bowling, tu ne gagnes pas ta vie en faisant ton sport. Okay. On a été vice-champion d'Europe. Pour grossir le truc, on a une bouteille de champagne. Ouais. J'ai vu d'ailleurs que tu as gagné en faisant 300 points, tu avais gagné l'équivalent de ton point en Champagne. Mon point en Champagne, ouais. Bravo, comment. Et pour l'anecdote, c'est très très stressant. Hein, parce que les 300, j'en ai fait quelques-uns. Et sur ce bowling-là, c'était la 6e fois que je jouais un tournoi. Et ça fait 6 fois que je dis qu'il faut que je fasse 300 sur ce tournoi. Et je l'avais déjà raté 2 fois sur 2 autres tournois. Et sauf que les gens, ils attendent que ça, entre guillemets. Et c'est très très stressant. La notion de stress, elle est présente parce que c'est pas un lancer pour gagner un tournoi. C'est un lancer pour faire un score parfait, déjà de 1. Et en plus pour gagner beaucoup de champagne parce que j'ai gagné 8 cartons. Oui, donc, mais le problème, c'est que t'es pas très lourd, donc. Ouais, mais c'est déjà pas mal 8 cartons quand même. 8 cartons, c'est bien sûr que c'est déjà pas mal. Mais bon, pour d'autres, ça aurait été peut-être le double. Hein. Ouais, il y en a, c'est le double. Ouais. Mais non, ouais, donc pour revenir, la différence entre être pro et l'équipe de France. L'équipe de France, c'est statut de haut niveau comme on est en France. Donc je suis répertorié liste. Pas élite, c'est juste en dessous. Senior. Je crois. Senior. Liste senior, parce que élite, c'est tous les athlètes olympiques. Donc je suis liste senior. Mais j'ai pas d'aide plus que ça. Parce qu'en plus, maintenant, j'ai un métier qui, on va dire, me rapporte trop d'argent par rapport à ce que l'État veut aider. Donc, j'ai vraiment 0 aide maintenant. J'ai plus aucune aide pour faire mon sport. Donc, aujourd'hui, mon sport me coûte de l'argent si je veux jouer. Et les pros, en fait, ils vont sur le circuit pro, ils gagnent leur vie en jouant à ça. Donc, le circuit pro est 4 mois de janvier à avril. Là, il s'arrête à la fin du mois. Et ils ont des contrats de joueurs, en fait, avec une marque. Parce que c'est les marques qu'emploient des joueurs, on va dire. Justement, j'ai vu que l'un des plus gros salaires de Bowler, c'est Jason Belmonte. Belmont, je sais pas comment il s'appelle. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde qui gagne, qui est une somme qui avoisine les 100 000 euros. Alors, son contrat, je ne sais pas ce qu'il a dans son contrat. Ouais. Son contrat pro, mais dans ses gains, là je pourrais trouver en 5 minutes les gains, mais dans les gains, c'est une victoire sur un tournoi, c'est 50 000 $. Okay. On va dire qu'il en gagne 2 par an, c'est déjà 100 000 $. Après, tu as tout ce qui est prime, tu as tout ce qui est. Alors, tu as les taxes parce que il vient d'Australie, donc il a 30% de taxes, si je dis pas de bêtises. Mais il a les primes, après il joue 20 tournois dans l'année, il va faire 20 fois les finales. Mais donc c'est pas 94 000, on est bien au-delà de. Ouais, je pense sur Belmont, c'est un cas spécifique. Je pense qu'il fait au moins plus de 200 000 par an grâce au bowling parce qu'il a développé une marque autour de ça aussi. Il a une boule en son nom qui sort 2 boules par an en son nom. Donc il a une marque autour de ça. Il a fait un très gros marketing là-dessus. Mais je pense qu'un joueur moyen de bowling, c'est dur à en vivre parce que faut savoir que leur revenu, c'est les gains qu'ils gagnent en jouant. Un peu comme au tennis. Ouais, comme au tennis, c'est ça. Sauf qu'au tennis, il y a plus de gains, quoi. Et plus de tournois aussi. Et ouais, plus de tournois, et c'est plus facile d'en vivre après carrière. Aujourd'hui, il y a des joueurs de 50, 60 ans qui sont obligés de faire le circuit vétéran pour encore gagner des sous pour pouvoir vivre, quoi.
Sauf qu'à 60 ans, quand tu as fait 40 ans de bowling à haut niveau, ben, ça devient dur. Donc c'est vraiment un sport qui est difficile professionnellement parlant. Et en plus, tu disais qu'il fallait payer pour Ouais, t'inscrire à une faut compétition. payer. Alors à partir de l'année prochaine, ça change sur le circuit pro. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps. Les 44 meilleurs joueurs ne payent plus leur inscription. Ok. C'est offert parce que c'est les meilleurs joueurs du monde pour eux. Ouais. Mais moi, quand j'ai joué, à l'époque, c'était 500 $ l'inscription. Et à ça, il faut rajouter la bouffe, l'hôtel, les voyages. Et en plus, on perd du matériel sur place, donc c'est pas grand-chose, mais une semaine, c'est 2000 $ à chaque fois, quoi. Une semaine sur le circuit pro. Pourquoi tu as décidé d'arrêter, Alors, c'est d'abandonner cette pas moi idée qui ai d'être pro? décidé, malheureusement. Ok. En fait, enfin, la vie a fait que ça s'est arrêté. Je suis revenu ma dernière fois du Tour Pro pour le Covid. En fait, j'étais Parce que bloqué. oui, parce que tu faisais des allers-retours, Ouais, du coup, c'est ça? je faisais des Comment ça se allers-retours. passait? Concrètement, comment ça se passait justement ces allers-retours? En gros, ben, c'est moi qui m'inscrivais à mes tournois, c'est moi qui organisais mes voyages et je partais 2 semaines, 3 semaines, je revenais une semaine, je repartais 2 semaines. Et le projet était toujours en route, mais la dernière fois que je pars, j'ai une proposition d'emploi. Mais c'est au tout début du Covid. On ne sait pas ce qui se passe avec le Covid, on est en janvier. J'ai une proposition d'emploi, on rembobine, pardon. Je veux être pro. Donc Oui. pour être pro, il me fallait d'argent. À un moment donné, j'avais plus assez d'argent pour subvenir à mes besoins, donc je décide de travailler. Il faut savoir qu'en France, quand on est listé senior, on a des contrats d'insertion professionnelle pour les sportifs de haut niveau Mhm. qui nous réduisent le temps de Les travail. Donc fameux j'avais CIP. trouvé les fameux CIP. J'avais trouvé un bowling qui était prêt à m'aider à faire ça. Donc j'avais un contrat de 35 heures, mais je travaillais que 20 heures par Mhm. semaine dans le développement sportif. Sauf que j'étais très impliqué dans la vie de l'entreprise. Moi, j'adore ça. Tu es J'ai devenu toujours été entouré manager. de patrons de bowling et je suis devenu manager. Et je suis devenu manager au moment de partir aux États-Unis. Enfin, on m'a fait l'offre au moment entre mes 2 voyages aux États-Unis entre février et mars que j'ai accepté. Et sauf j'étais à Vegas quand ils annoncent la fermeture des frontières ou Mhm. une probable fermeture des frontières. Donc, je prends un avion, je rentre, j'arrive au bowling. On dit parfait, la semaine prochaine, on t'annonce manager. La semaine. Et sauf qu'on m'a dit ça à 14 heures. À 18 heures, on reçoit un coup de fil de je sais pas qui à Faut l'époque qui dit fermer. faut fermer. Et là, faut fermer combien de temps? On sait pas. Donc là, ça a été la période un peu floue. Le circuit pro s'est arrêté une saison. Moi, je gagnais ma vie à côté, sauf que je suis passé manager d'un bowling, donc c'est plus les mêmes contraintes que d'être en CIP à 20 heures. Donc là, j'avais un contrat à plein temps, je devais bosser vraiment, je devais gérer une équipe, quoi, je devais gérer un bowling. Et donc de fil en aiguille, ben, j'ai bossé. Le circuit, j'avais une vie qui me permettait pas de repartir aux États-Unis. Je me suis investi encore plus dans l'entreprise, j'ai beaucoup bossé. Et après, j'ai été débauché par une autre entreprise qui, là, m'a encore demandé du temps. Donc, ça fait 2 ans que j'y suis. Et maintenant, j'ai été papa depuis janvier. Donc, c'est encore. En fait, c'est pas que je veux pas, c'est que pour l'instant, ce n'est plus possible. J'y retournerai, c'est sûr, jouer les circuits pro. Mais être pro à 100%, je le fais pas. Je le ferai plus parce que bah, aujourd'hui, la contrainte de partir 4 mois aux États-Unis, ça m'intéresse pas. Parce que je suis pas un grand fan des États-Unis, hein, désolé, mais c'est Oh, beau, hein, ah, mais c'est étonnant ça. Entre vivre aux aimer le bowling, ne pas aimer les États-Unis, Ouais, c'est marrant. en fait, c'est vivre aux États. La vie américaine ne me plaît pas. J'aime trop la vie française, la bonne baguette, le bon fromage, le bon vin, la bonne bouffe. Là-bas, il n'y a pas quoi. C'est des burgers ou sinon, c'est vraiment dur d'avoir une vie saine là-bas, je trouve. Et la mentalité me correspond pas trop. Donc j'y retournerai faire une ou 2 étapes. Mais aujourd'hui, ma vie est beaucoup plus cool et j'ai atteint mon rêve qui était d'aller sur le circuit pro. Donc oui, j'ai pas gagné, mais peut-être que dans 10 ans, je dis bah c'est bon, allez, on y va, on y retourne, on va jouer, on va essayer de gagner. Aujourd'hui, c'est pas dans les objectifs à court terme. Donc Un la autre carrière s'est un peu rêve, arrêtée tout seul niveau pro. j'imagine que si je t'ai dit Jeux Olympiques, ça va forcément te parler, Ouais, puisqu'il a été question que le ouais, bowling rentre à Tokyo. ouais. Ensuite, je sais que j'ai été contactée pour appeler Tony, pour lui expliquer qu'on aurait dû mettre le bowling Ouais, en 2024. Bon, Tony m'a pas écouté, hein, ouais, visiblement. bah, Et là, facile. pour l'instant, le bowling. Et honnêtement, je pense aussi que les États-Unis ont joué des coudes pour que le bowling fasse leur rentrée sur le circuit olympique Ouais, à Los Angeles, sachant qu'il y a eu une démonstration de bowling en 1988, je ouais, il y a crois, longtemps, ouais. à Séoul. Et donc, mais bon, c'est pas considéré comme un sport officiel des Jeux Olympiques, même s'il y a eu un vainqueur, il me semble, il y a eu des vainqueurs, Ouais, semble-t-il, mais c'est pas considéré ouais, comme un sport olympique ouais. pour le moment. En fait, faut savoir que le bowling est sport olympique aux États-Unis.
les sports olympiques en Asie, mais il l'est pas en France. Donc, parce que chaque comité olympique décide de quel sport est olympique, quoi. En France, on n'est pas D'accord. considéré sport olympique parce que c'est que les sports olympiques qui sont considérés sport olympique. Ce Ça, qui est un peu bizarre. bah, Aux pas tous, hein, États-Unis, parce qu'il y a des trucs, oui, quand tu vas au CNESF, je crois qu'il y a le char à voile qui est sous le CNESF. Alors, il y a ouais, des trucs que il y a peut-être d'autres, mais aux j'ai pas États-Unis, tout c'est un compris. sport qui est reconnu olympique. Donc, c'est ça à savoir. En Asie aussi beaucoup, parce que pour un exemple, beaucoup de joueurs asiatiques sont professionnels sans faire le circuit professionnel. Parce qu'ils ont des contrats ministériels, ou ministériaux, désolé. Ministériel. Ils ont des contrats avec le ministère qui les paye tous les mois, plus leur paye leurs déplacements et leurs gains, ils les gardent. Donc, ils ont des beaux contrats. Ils doivent être 30 en Asie, à limite mieux gagner leur vie ou plus sainement que les joueurs pro aujourd'hui. Donc c'est assez spécial. Après, pour revenir sur les Jeux Olympiques, ça a jamais été. Alors j'adore regarder, mais C'est ça, vrai? comme le bowling n'a jamais été olympique, ça m'a jamais fait rêver. Ça m'a plus. Les championnats du monde me font plus rêver parce que champion du monde, c'est pareil pour nous, c'est tous les c'est 2 ans je crois maintenant, mais avant c'était tous les 4 ans. C'était quelque chose de plus gros et comme on n'a pas été olympique, on n'a pas été dans cette culture olympique dès notre plus jeune âge, je pense que ça m'a moins fait rêver. Mais à contrario, j'ai vécu les World Games il y a 2 ans de ça, oui, c'est il y a 2 ans, qui est pour grossir les Jeux Olympiques des sports non olympiques. Ouais, Voilà. il y a Paris World Games, d'ailleurs. Et peut-être. Mais moi, je suis allé à Birmingham aux États-Unis. Ok, mais il y a Et- plusieurs World Games, hein. C'est vrai Ah, qu'il y a un peut-être. Paris World Games. Ok. Et là, Mais peut-être pas avec du bowling, hein. Je sais qu'il y non, a mais du foot sûr, il y a du rugby sûr. Après les autres sports, je sais pas. ok. Parce que bah, là, il y avait je sais pas, on était plus de 1500 athlètes, hein. C'était vraiment comme des Jeux Olympiques. On était logés dans une université américaine avec une cérémonie d'ouverture dans un stade américain. Enfin, vraiment. Et là, je me suis dit que c'est quand même cool ce truc de vivre avec plein d'autres athlètes. Mais je le revivrais sur un World Games, ça m'irait très bien. Je pense que les Jeux Olympiques, c'est démesuré. Mais peut-être parce que je l'ai pas vécu ou j'ai pas été éduqué T'as pas dedans. Je grandi sais avec pas. cette idée. Ouais, j'ai pas grandi avec cette idée de pouvoir jouer un jour les Jeux Olympiques. Ce qui fait que j'adore les regarder à la télé. Je suis fan de ça. J'ai trop hâte d'être cet été. J'essaie de voir si je peux pas aller voir un ou deux events, mais c'est compliqué avec mon boulot. Mais ça me, je sais pas. Si demain les Jeux Olympiques, en fait, le problème du bowling, c'est que ça va dépendre de la formule, de comment on va jouer, quel type de tournoi on va jouer. Si c'est individuel, ça va. Si c'est en équipe, c'est beau. Mais si c'est des formules pas ouf, comme on a fait au World Games, c'était individuel. Et en fait, on était en un contre un, et si tu perdais ton match, t'étais dehors. Mais si tu gagnais 2 matchs, t'étais médaillé. Donc, c'était pas forcément les meilleurs qui gagnaient. Et moi, j'aime bien cette politique, c'est celui qui fait tomber le plus de qui gagne. Et là, sur les World Games, ça n'a pas été le cas, donc ça va dépendre de la formule. Vraiment. Voilà. Tu Ouais. vis maintenant, donc on a compris, en couple avec une joueuse qui est en Ouais. équipe de France. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce qu'il fallait absolument que ça soit une joueuse Non. pour comprendre ton mode de vie, pour Non, pas adhérer? forcément. Ça s'est juste fait comme ça. Elle voulait pas être avec un joueur de bowling. Moi, je vivais ma vie tranquillement parce que je vivais ma vie, je faisais mon truc. Et Et ça s'est l'amour a fait. frappé. Et ouais, on va dire ça, l'amour a frappé. Je la connais depuis très longtemps. Je la connais depuis que j'ai 13 ans. Elle est un peu plus âgée que moi. Mais je la connais depuis que j'ai 13 ans. Et elle est en équipe de France aussi. Les entraînements, quand on joue contre, vaut mieux pas être autour parce que ça se passe pas très bien souvent. Bon, pas on s'engueule, mais c'est très. On a un ego très fort tous les deux et on est très compétitifs tous les deux. Et je déteste perdre. Elle sait qu'elle peut perdre contre moi, mais moi, je déteste perdre contre elle. Je n'aime pas, j'aime pas perdre en général. Donc, ce qui fait que des fois, c'est pas fun en rentrant à la maison. Mais ouais, elle est championne. Elle a 16 ou 17 titres, elle, de championne de France. Elle doit avoir 3 médailles européennes. Donc, ouais, non, non, c'est une très grande joueuse aussi. Voilà. Et du coup, elle a cette envie de devenir joueuse pro, parce que tu parlais aussi du fait que elle se déplace aux États-Unis notamment. Elle l'a fait une fois, en fait. C'était son rêve et elle avait jamais eu l'occasion. Et on s'est mis ensemble il y a pas longtemps, donc à presque 3 ans maintenant. Et en fait, je lui ai toujours dit, faut le vivre une fois, quoi. Tu fais du haut niveau, faut le vivre une fois. Et sauf qu'au début, elle allait pour voir. Après, je lui dis, mais là, tu vas faire un tournoi. C'est pas ta seule chance, mais c'est là où tu as le plus de chances de passer. Faut le faire, quoi. Faut que tu y ailles, faut que tu te joues, faut au moins que tu passes, quoi. Pas écrit l'histoire, mais montre qu'on peut, quoi. Ouvre des portes. Et elle y allait un mois. Et ça s'est super bien passé. Alors, elle a eu les mêmes soucis que moi avec un joueur pro, c'est drôle. Mais ça s'est bien passé parce qu'elle a fait 2 caches. Donc les caches, c'est quand t'es pas en finale, mais que tu es dans les classés pour prendre l'argent, pour récupérer un D'accord. chèque. Et après, elle a fait une finale pro, ce qui était énorme. Et voilà.
Et pareil, les Jeux Olympiques, c'est un truc, Elle, par contre, les Jeux Olympiques, elle, ça l'attire, Ah oui, bizarrement. Là-dessus, mais on n'en parle pas beaucoup, mais elle adorerait faire des Jeux Olympiques. Elle adorerait que le bowling soit aux Jeux Olympiques. Après, demain, si le bowling est aux Jeux Olympiques, qu'on m'appelle, je serai le premier à être heureux d'y aller, hein. Enfin, le truc, c'est que je serai le premier à représenter la France. Parce que oui. pour moi, c'est ce qui m'anime le plus, quoi. Depuis que je suis jeune, le maillot France, c'est quelque chose qui est magnifique et peu importe les conditions, des fois, je suis prêt à le mettre, quoi. Il n'y a aucun souci. Mais c'est sûr que mettre le maillot France au JO, ça doit être quelque chose. J'espère le connaître un jour, peut-être que je le connaîtrai pas. Ah, t'as ta petite qui Ouais, la pleure? petite pleure et le chat veut sortir. Ah, Mais bon, c'est bon, ça va. c'est géré. Ouais, ouais. Justement, on parlait de cette notion cérébrale. Ouais. Est-ce qu'il y a des tactiques? Est-ce qu'il y a justement des manières, un peu un jeu de poker menteur? Toi, tout à l'heure, tu faisais allusion au poker. Est-ce que pareil, il y a des façons de déstabiliser l'adversaire ou au contraire, En comment fait, ça se passe? il y a, on peut avoir de la malice sur des joueurs De qui la nous montrent malice, j'aime le mot ouais, que tu emploies. sur des joueurs qui montrent des faiblesses, qui sont très expressifs. Mais sur des joueurs que quand tu es à très haut niveau, tu peux pas attaquer quelqu'un mentalement parce que c'est tellement fort et ils savent que le combat il est pas contre le joueur. En fait, on se bat pas contre un mec, on se bat contre la même chose qu'est la piste et c'est à celui qui trouvera les meilleures solutions. Par contre, sur certains joueurs, tu peux essayer de les titiller un peu, leur faire une petite phrase, lancer un petit pic quand ils sont réceptifs. Hein, quand tu sais ou quand tu connais le joueur, tu sais que tu peux dire un petit truc qui peut le déconcentrer, le faire sortir. Attention, il y a tes adversaires Ouais. qui écoutent peut-être. Mais après, est-ce que ça marche? Franchement, je suis pas convaincu. Par contre, après, tu peux affecter la façon de jouer une piste. Et c'est là où ça peut devenir intéressant quand tu as de la connaissance et des possibilités. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai gagné mon premier et seul titre sur le Tour européen, parce qu'il y a des étapes européennes, je n'avais pas la solution pour jouer, on appelle ça à zéro, quand les pistes étaient juste huilées. Et donc, avec un joueur qui m'a beaucoup aidé, on a dit, ben, on va faire ça, on va essayer de changer la piste pour qu'elle me corresponde plus et que les autres aient à s'adapter, mais moi, au moins, j'aurai à faire mon jeu et c'est là où je serai le meilleur. Ça a marché. Donc, tu peux changer, on va pas dire changer la piste, mais faire en fonction que la piste évolue plus vite pour que ça corresponde à ton jeu ou à l'inverse, pour que ça soit impossible à jouer, que ça soit très dur, redescendre le score. Parce que des fois, tu vas faire des matchs à 220, 230 points et en fait, tu sais que tu feras pas, l'autre il va faire 250, mais toi tu es bloqué à 230. Donc le but c'est de redescendre, que ça devienne plus difficile pour lui. Et toi tu maîtrises cette difficulté pour essayer de faire un match 4-200 et ça sera au plus sérieux, quoi. Donc Alors, c'était tu m'as perdu, hein. Je sais pas si quelqu'un, à part les les nantis puristes, ouais, c'est qui très sont dur. compris, mais comment, attends, je croyais que, je vais poser une question très bête, j'ose croire que je ne suis pas la seule à avoir envie de poser cette question. Le but, c'est de marquer le plus de points possible, on est Ouais, d'accord. Et oui. quand tu me dis, je vais redescendre le score, enfin, de quoi on En parle? fait, De redescendre? imaginons, moi je vais faire un match et je vais pas dire je sais qu'il est perdu d'avance. On part du principe que le mec, il est meilleur que moi à ce moment-là. Et lui va faire 250 points, sa moyenne. Ok, Moi, je vais en faire que 230. ok, J'ai perdu. oui. Donc, Il mon faut. but, c'est que lui, il descende en dessous de 230. Ok, Mais d'accord. Donc le si moi, fait que je rends. toi, tu joues moins bien, lui, il va se relâcher. En fait, non, pas que je joue moins bien, que je trouve une solution pour le faire moins bien jouer avec le matériel. Mais comment avec le matériel, En fait, comment ouais, tu peux influencer c'est le. là où, en fait, avec notre matériel, on peut changer c'est là où on rentre sur du très, très technique, hein. Faut avoir de la connaissance et de la compréhension, ça va être très, très dur. Je vais essayer de vulgariser tout ça. En fait, une boule, on peut changer la surface de la Ok, boule. Donc, faut le voir pour le comprendre. On peut changer la surface. On va prendre du papier de verre à poncer pour du bois. On va faire pareil sur une boule. d'accord. Si on fait ça sur une boule, on va enlever de l'huile sur la piste. Ok. On va la déplacer. Et en déplaçant cette huile, on peut modifier les trajectoires des joueurs et rendre la piste plus difficile à jouer. Ok. J'espère que j'ai Ah, été assez c'était vulgaire. très clair. Là, c'était très clair. J'ai bien compris. Donc, Tu ce qui vois. fait que des fois, on cherche à faire ça pour avoir une chance de gagner. Des fois, ça marche pas, parce que la personne en face trouve une solution, mais c'est des possibilités qu'on peut faire. Est-ce que ça Mais provoque des dommages irréversibles sur ta boule, du euh, coup? non, parce que ça se rattrape après. D'accord. On a des machines pour rattraper, donc c'est pas gênant. Des fois, on sacrifie une boule, ça Ok. arrive, mais Donc, c'est rare, hein. Mais ça, je te dis ça, ça m'est arrivé 3 fois dans toute ma carrière de vouloir faire ça
sur un match où je pensais perdre d'avance. J'ai dû gagner 2 fois le match sur les 3. Alors, c'est une Ok. bonne stat, mais tu vois, on parlait de vice, en fait, c'est vraiment de malice, c'est ça, des petits trucs comme ça. Mais des malices pour attaquer un adversaire mentalement, il y en a pas, il y a pas de truc, quoi. À part si tu deviens irrespectueux sur la piste. Là, il y a plein de ça, tu peux. Quand tu lances ta boule et tu reviens sur la piste de ton adversaire et tu demandes de te regarder dans les yeux, ça m'est arrivé une fois. Un mec, il a lancé une boule, il est revenu sur ma piste, il m'a dit attends, tu me regardes dans les yeux et voilà. Donc il y a plein de trucs comme, enfin tu peux, Mais je vais pas dire t'as le droit, mais pourquoi il revient sur ta piste? Vous partagez pas la même? non. Chacun joue sur sa piste en fait, et après on change, on fait un lancer sur chacun sa piste, après on inverse de piste, etc. Ça D'accord, tourne c'est en pas fait à comme chaque nous, frame. pauvres amateurs Ouais, non, vous de loisirs. restez sur la même piste, et en fait c'est pour ça que j'y perds. On fonctionne par 2 pistes. Imaginons on va jouer sur la piste 1 et 2. Je commence sur la 2, la première frame, je vais sur la 2, après je vais la deuxième frame sur la 1 et j'inverse à chaque frame. Et donc l'adversaire D'accord. revient sur ma piste. Ou de crier fort, enfin, tu vois, t'as plein de trucs. T'as- Des fois c'est un monde un peu fou, hein. C'est vraiment spécial. T'as de l'émulation d'équipe, donc ouais, t'as plein de choses. C'est plus en équipe que ça fonctionne pour se tirer vers le haut que d'essayer de déstabiliser l'adversaire. Donc voilà. Quand tu parles de faire peur, j'ai une image tout de suite et je me suis dit que le bowling à l'américaine, ça doit être un truc de fou. Enfin, je sais pas, c'est tellement le monde de la Ouais, démesure. Je me dis que c'est un sport qui est très populaire là-bas. Ça doit être effrayant les premières fois où tu vas sur le circuit pro. Tout doit être ah ouais. Eh complètement ben, différent de ce que nous on connaît en France ouais, je ou pensais en Europe. exactement la même chose et quand je suis arrivé, c'était totalement l'opposé. Ah bon? Ah ouais, mon premier tournoi pro, j'ai été étonné, il n'y avait pas un spectateur qui regardait. Ouais, Mais non. ouais. Je Sur m'attendais les à la qualifs, lumière, des trucs, de la sur les musique. qualifs. Après, sur les finales télé, oui, c'est un show à l'américaine et encore, je trouve que c'est assez soft, mais on rejoint les mêmes codes que le tennis ou que le golf, dans le sens où quand la personne se prépare à lancer ou est en train de faire son lancer, il n'y a pas un bruit. Par contre, une fois que la boule est lancée, il y a du bruit. Après, avant, il y a du bruit. Mais on est sur les mêmes codes que le tennis un peu. Mais après, sur des qualifications dans un tournoi pro, il n'y a pas d'ambiance, hein, il se passe pas grand-chose, hein. C'est peut-être Ce qui est pour ça que t'aimes pas les États-Unis, tu vois. Ouais, peut-être, je sais pas, mais moi j'ai été très déçu là-bas de l'ambiance. L'ambiance, on a l'impression, désolé du mot, mais ils se font chier les mecs, quoi. Ils sont là en train de faire leur taf, ils prennent pas de plaisir. Il n'y a pas cette notion de plaisir comme un open ou comme nous en France, où on nous l'inculque sur les écoles de bowling où il faut s'amuser, bien jouer et prendre du plaisir. Là-bas, c'est vraiment un taf, quoi. Les mecs, ils viennent, ils sont là pour faire strike et ils se parlent pas. Il y a pas. Alors après, tu as des générations qui se croisent, t'as des mecs qui sont potes, mais moi, des fois, j'ai passé 3 heures à pas dire un mot, quoi. Tu lances ta boule, tu t'assois, on se regarde, là, c'est à moi, vas-y, je lance. Ce qui est triste. Mais c'est comme ça, Ce qui est triste, mais mais ce qui est fort mentalement ouais, aussi. Parce qu'il faut parce que rester dedans, faut pas se dissiper, même si bon, tu prends pas ton ouais, portable, c'est je ne ça. sais pas, mais il faut réussir à rester longtemps dedans. Ouais. Est-ce que, je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent là et qui écouteront dans le podcast ou sur YouTube et qui se demandent justement, est-ce que tu peux leur donner des tips? Quel est le truc qui fait que tu arrives à rester dedans, à pas sortir, tu parlais tout à l'heure du fait tu étais sur le point de foirer tout ton week-end, finalement il y a un truc qui change Ouais. et le week-end est En fait, différent. le bowling est séparé en 2 phases, la phase où on va jouer et la phase où on fait rien. Parce que des fois, on fait rien hein, quand on lance pas de boule. Et en fait, on a beaucoup bossé depuis que j'ai 13-14 ans sur les routines de préparation. Et en fait, c'est des mouvements automatiques qui te font switcher en disant, ben là, je dois jouer au bowling maintenant. Là, faut que je lance une boule, donc faut que je fasse ça, ça, ça. Et en fait, je vais dire un truc con, moi, mentalement, à partir du moment où je prends ma boule, ben, je suis prêt à jouer. Une fois que j'ai lancé ma boule, je suis dans ma zone de jeu, je réfléchis. Et après, ben, si je dois discuter, si j'ai envie de discuter, je discute. Ça dépend des humeurs, hein. Des fois, on n'est pas de bonne humeur, on va pas parler. Des fois, on a envie de rigoler avec toute la terre. Mais une fois que je reprends la boule, boum, je switch. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça c'est la routine. Nous, c'est notre routine qui nous met dedans avec des mouvements dans notre routine. Si aujourd'hui tu me demandes ma routine de préparation, je pourrais même pas te dire à quoi elle ressemble parce qu'elle est tellement automatique Automatisé. que même des fois, tu vois, en discutant, je devrais me dire, putain, il faudrait peut-être que je rajoute un truc pour me rappeler que c'est la routine et que je dois jouer parce qu'on a beaucoup de trucs parasites, quoi. On a tellement de temps libre et on réfléchit tellement que, à un moment donné, on se dit, ah mince, j'ai un exemple bête. En tournoi, en ce moment, ce qui m'arrive, c'est
les spares, donc pour expliquer, c'est les spares, c'est le deuxième lancer, on doit faire tomber les quilles qui restent après le premier lancer. Et les spares, je me dis, putain, j'en ai pas raté depuis longtemps. Ah bah Mince, j'ai voilà. lâché la boule, j'ai raté le spare. Et ça m'arrive au moins une fois par tournoi, ce qui est totalement bête. Parce que le reste de mes spares, je les ai tous, j'en rate pas. Enfin, en ce moment, j'en rate pas, il y a une période, ça va moins bien, mais à un moment donné, je me dis, ah, putain, je suis bien, faut pas que je rate. Boum, je rate. À un moment donné, je dis, putain, j'ai pas raté non, je pars dans l'autre sens. Je dis, ah, celle-ci, je sens que je vais la rater. Et donc là, j'ai essayé d'avoir mon cerveau en disant, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour la rater? Et là, par contre, je me dis que les trucs que je dois faire pour réussir. Sauf que mon cerveau, il croit que je vais rater si je fais ça, donc ce fait que je réussis. Mais comme je joue un peu moins et il y a moins de compètes et il y a moins de haut niveau, bah, des fois, je n'y pense pas, quoi. Oh, je vais la rater. Allez. Ah mince, j'ai raté. Donc c'est le cerveau, on a un sport où on n'est pas tellement dans l'effort physique, donc on n'est pas dans envoyer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais par contre, où on doit maîtriser ce qu'il y a là-haut, où des fois, ça part dans tous les sens, quoi. Parce que là, c'est les pensées parasites de rater, mais des fois, c'est comment je fais pour faire strike? J'ai aucune idée. Et là, tu as tous les trucs qui fusent. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Ah non, c'est technique. Ah non, c'est ça. Ah non, c'est lui. Ah non, c'est ça. Et là, c'est horrible. Donc, il y a beaucoup de gestion. Mais pour revenir sur les tips pour bien se concentrer pour nous au bowling, c'est vraiment bien faire sa routine qui va te mettre dans les meilleures dispositions pour lancer ta boule, pour mettre tes choses en place pour lancer ta boule. Est-ce que vous utilisez la cohérence cardiaque, la méditation, l'hypnose? Est-ce Alors, que vous utilisez ce genre de trucs? moi, pas du tout. Je sais qu'il y en a qui utilisent un peu. Moi, je suis très, on va dire, brut. Pour moi, il faut lancer une boule. Donc, c'est faire un truc simple, quoi. C'est comme se brosser les dents tous les matins, quoi. Pour moi, le bowling, c'est ça, quoi. C'est envoyer une boule, c'est se brosser les dents tous les matins. C'est un truc qui est simple. Donc, je m'en sers pas. J'ai testé, j'ai pas accroché. C'est moi personnellement. Je pense que ça a un plus, par contre, si tu commences tôt ou si tu as vraiment des besoins. Mais j'ai jamais eu de Je pense que ça soucis. a un plus si tu comprends l'intérêt. Je Ouais, pense que aussi. c'est plutôt le... Parce que, en fait, en soi, les gens qui ont fait de la méditation, surtout au début, ils vont te dire, ah, c'était chiant, mais qu'est-ce que je me suis fait chier? Et qui ont persévéré. Pourquoi? Parce que déjà, ils voient les bénéfices, mais c'est surtout qu'ils savent ce que ça apporte au début. Ouais, Et donc, tu ouais, t'astreins à faire un truc qui te fait un peu chier ouais, parce c'est que ça ça. apporte des bénéfices, bien sûr. Et moi, je fonctionne à l'envers. Je teste pas les trucs, je fonctionne sur mes envies. Donc, c'est dommage. Mais ouais, je pense qu'il y en a qui le font. Je pense qu'à très haut niveau, les pros, ils n'ont pas le choix de le faire ou de trouver des moyens pour gérer ça. Parce que je te prends l'exemple, la saison pro, ils sont presque à 300 parties en compétition de jouer. Ce qui est énorme. 300 parties sur 3 mois, la stat est énorme. Donc les mecs, ils doivent trouver quelque chose parce qu'ils sont à très haut niveau. Ils peuvent pas arriver et juste jouer, quoi. Il y a un truc qui doit se passer ou ils doivent se mettre dans une zone. Ils doivent avoir des moyens pour se mettre dans une zone. Aujourd'hui, à mon humble niveau, qui est plus du très haut niveau, bah, j'essaye plus de m'amuser que de faire du haut niveau. Et s'il y a des résultats, tant mieux. S'il n'y a pas de résultats, c'est dur, mais c'est un peu contradictoire parce que je veux toujours gagner, mais je sais que c'est plus dur de gagner. On arrive à une période où c'est très dur de gagner parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs en France maintenant. Donc c'est très dur de gagner en France. Alors imagine en Europe où les joueurs sont meilleurs que nous, c'est encore plus dur. Et il y a beaucoup de joueurs en France parce que peut-être même parce que tu les as inspirés, tu vois. Ils se sont Peut-être, dit, oui, lui, je pense qu'il y a une génération qui dit, qui doit répondre quel est ton idole. Ils doivent dire Gaëtan, lui, on doit être plusieurs. Mais ça doit donner envie. qu'est-ce Mais que, comme moi, qu'est-ce je que me ça te dis, bah, fait de penser, d'entendre ça, de lire ça ça? me je peux pas me dire que ça me fait rien, je suis content d'en inspirer. J'espère qu'ils prennent le meilleur et pas le pire surtout, parce que c'est pas toujours tous les jours tout jaune, tout blanc, pardon. Des fois c'est pas top, hein. Des fois il y a des jours moyens, mais inspirer dans le bon sens, ouais, je sais pas grand-chose honnêtement. Moi je suis là pour moi, pour gagner. Si T'as ça un peut plaisir égoïste. Ouais, si ça peut débloquer des choses pour certaines personnes, il y a je serais content si quelqu'un vient me dire c'est grâce à toi que je joue au bowling, je dirais, ah, trop cool, enfin trop bien. J'en ai eu quelques-uns, je dis c'est vrai. Ou il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Ah, j'ai vu ta vidéo sur YouTube il y a pas longtemps. Ah, franchement, c'est top pour commencer. Ou t'as été top là-dessus, ça me fait plaisir. Mais je préfère plus les aider sur les pistes que dire ah ouais, c'est Gaëtan, c'est trop bien. Bah non, viens, on va lancer des boules ensemble, c'est plus cool. Je vais t'apprendre deux trois trucs. Et on va voir si je peux t'aider. Si je peux pas t'aider, bah, désolé, mais si je peux t'apprendre deux, trois trucs, c'est plus cool que ce que moi j'ai pas eu. J'ai eu cette chance-là, mais des jeunes de ma génération ont pas eu cette chance-là. Moi, j'ai pu jouer avec mes idoles dans la même équipe. J'avais toutes mes idoles. C'est trop bien.
C'était royal. J'avais une équipe, c'était presque l'équipe de France de l'époque. Et moi, j'étais le petit jeune avec eux. Ils avaient confiance en un jeune, c'était moi à l'époque. Donc, j'ai eu cette chance de partager avec eux. Et le problème, c'est que souvent, les gens sont pas demandeurs et ils restent sur les personnes qui sont, ah, ben, c'est Gaëtan, il est là pour gagner. Oui, mais Gaëtan, si tu viens lui parler, ben, il sera un plaisir de te répondre, quoi. C'est ça le truc. Gaëtan, il va pas aller parler aux 100 personnes qui jouent le tournoi parce que, ben, si Gaëtan, parce que c'est Gaëtan, doit aller voir les 100 personnes, il a pas que ça à faire, quoi. C'est comme si toi, quand tu faisais tes médailles européennes, après ta course, tu dois aller voir toutes les personnes du public qui étaient des sprinters, leur dire, alors, faudrait que tu fasses ci, faudrait que tu fasses ça, comment ça va? Non, tu peux pas, c'est pas possible. Donc, on est un sport compétitif et le problème, c'est que l'élite voit pas la même chose que le joueur moyen. L'élite voit pour gagner, le joueur moyen voit pour s'amuser. Donc, c'est sûr que quand tu joues contre, comme si toi, tu courais contre un mec qui commence la course, quoi. Ça a pas de, c'est pas la même chose. Et donc, ces joueurs qui peut-être t'idolâtrent pour quelque chose, attendent des choses de toi alors que bah, t'es pas dans la même course. C'est moche à dire comme ça, désolé, mais tu fais pas la même Vous n'avez pas chose, des fois même le même les mêmes sport, hein. Ouais, objectifs ce t'as jour-là. pas les mêmes objectifs sur le week-end et des fois t'es pas là pour discuter, hein. On est, t'es là pour faire le job. Malheureusement, quand t'es à haut niveau, c'est un job, hein. Même si moi je gagne pas ma vie quand je vais sur une piste, c'est pour faire mon boulot, Parce que quoi. tu On l'as est, dit, quoi. tu n'aimes pas perdre. Mais j'aime pas perdre, je déteste perdre, ça m'énerve, ouais. Par contre, ça me dérange pas de perdre contre meilleur que moi. Ça, j'ai aucun souci. Là, il y Oui, a ben, deux ce semaines, sera j'ai perdu. noté pour contre ta Ouais, chérie, hein, parce que ouais. Mais ma chérie n'est pas meilleure que moi, faut pas qu'elle entende ça. voilà, Mais... c'est ça. Si tu veux une anecdote là-dessus, avant qu'elle soit enceinte, on a fait un match à l'entraînement et on a dit celui qui perd fait le repas. Je cuisine, j'aime pas cuisiner, c'est pas mon truc, voilà. J'ai perdu, mais sauf qu'elle a eu un strike chanceux. Je dis je n'ai pas perdu. T'as été nul, t'as été nul, tu mérites pas de gagner. Et ça a duré pendant 20 minutes, je l'ai ramené, et elle en profitait parce qu'elle sait que je suis mauvais perdant, et dans ce cas-là, elle a la victoire mauvaise. Et c'était horrible pendant 20 minutes, une demi-heure. Bon, j'ai fait à manger, mais c'était drôle. Je dis, je te fais à manger, mais tu mérites pas de gagner. Franchement, c'était nul. J'ai un pote une fois, il a fait strike pourri. Je suis allé derrière l'écran, je lui ai enlevé son strike, je lui ai dit, tu recommences parce que c'était Ça nul veut ce que dire tu fais. quoi, c'est un strike pourri? C'est quoi Alors, un un strike strike, en pourri? Pour fait, moi, un strike, c'est un strike. ouais, en fait, un strike, c'est un strike, ouais. Mais en fait, les droitiers, faut visualiser une piste de bowling. Les quilles, au fond, sont mises en Ouais, triangle. Il y a la quille de tête. Les droitiers, leur but, c'est de mettre la boule entre la quille de tête et la quille qui est juste à droite. c'est Les vrai. gauchers, Tu m'avais la quille dit de ça à tête, l'époque. C'est vrai, c'est ouais, vrai. et la quille qui est juste à gauche. Et en fait, quand un droitier met la boule entre la quille de tête et la quille qui est juste à gauche, Mm. c'est pas un bon lancer. Et donc ma copine avait fait ça, et mon pote avait fait ça. Et ça m'avait énervé parce que derrière, il chambre, hein, j'ai gagné, j'ai gagné. Tu relances, tu vas faire ce lancer en tournoi, tu feras jamais strike. Donc t'as fait de la merde. Excuse-moi, mais t'as fait de la merde. Donc tu recommences. Donc ouais, j'aime pas perdre. Pour résumer. Et finalement, tes parents, ta mère, étaient pas forcément OK pour que tu ailles à Toulouse au début. Ouais, Finalement, elle ouais. accepte. Elle a suivi, j'imagine, avec À attention fond, ouais. la carrière de son Ouais. fiston. Ah ouais, ouais. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle en pense maintenant que, enfin, de te voir un peu abandonner ton rêve d'être pro, quoi. Alors en fait, l'histoire est longue. Ma mère voulait pas que je parte et aujourd'hui, si elle devait le refaire, elle le ferait pas. Ah Elle dirait ouais, non, c'est sûr. carrément. Ah ouais, parce qu'en fait, je suis le petit dernier de la famille Ah, et donc elle voulait pas que son petit dernier parte. Donc elle a dit si demain on le refait, si demain on doit recommencer, c'est non, c'est sûr. tu restes à la maison. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, elle est devenue grand-mère pour la première fois, donc elle est ultra heureuse de ce qui se passe. Donc je pense que la carrière pro l'affecte pas trop. Je pense que ça affecte plus mon père que ma mère que je fasse moins de très haut niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, on roulait pas sur l'or, et le bowling est un sport qui est quand même assez onéreux. Et mon père, quand j'avais 10 ans, a joué au bowling. Il y a une ligue, c'est une sorte de petite compétition en semaine. Et mon père avait décidé d'arrêter la ligue et que je joue la ligue à sa place pour pouvoir être meilleur et pour pouvoir peut-être un jour être pro. Donc il a arrêté sa passion pour que moi je puisse en faire plus. Donc j'en dois beaucoup à mon père, à mes parents, mais et je pense que mon père ça l'attriste un peu plus que ma mère que je joue moins à haut niveau, mais ils sont à fond derrière à chaque tournoi, hein. Le matin, hein, des fois je joue des tournois, j'oublie de leur dire que je joue un tournoi et 10 minutes avant de jouer j'ai un message, bonne boule, joue bien. Donc ouais, ils sont à fond, ils m'ont suivi toute ma carrière jeune, ils n'ont pas raté un tournoi jusqu'à mes 18 ans je pense. Ils ont tout le Présent, temps tu veux été dire? là. Ils se Ah sont ouais. déplacés à chaque fois? Ah, ils sont déplacés à chaque tournoi dans toute la France.
ils ont passé leur vie à m'encourager là-dedans, quoi. J'étais le seul du sport-études à avoir mes parents à chaque tournoi. Mes parents étaient à fond, ils étaient toujours été derrière moi, avec des hauts et des bas, hein, sportivement et niveau famille aussi. Mais non, non, ils ont toujours été à fond et ça m'a beaucoup servi, quoi, parce que comme ils ont cru en moi et moi, genre, j'arrêtais pas redevable, mais je me dis, si je suis là, c'est grâce à eux. Ma mère, elle a pleuré de joie quand j'étais champion de France. Je dis, je veux qu'elle revive ça, donc tu sais, t'enchaînes, quoi. Tu veux que ça continue, tu veux pas que ça s'arrête. Et je pense que si mes parents m'avaient pas laissé rentrer en sport-études, je serais pas aujourd'hui là où je suis, quoi. Parce que tout a un lien, hein. C'est facile de le dire maintenant, mais si je rentre pas en sport-études, je fais pas les rencontres que je fais. Si je prends pas enfin, tout se met en pièces. Aujourd'hui, j'ai un taf qui est trop bien. Pour revenir sur mon taf, je suis commercial dans le bowling. Donc, je vends du matériel de bowling au bowling. À C'est mon trop bien. avis, c'est le meilleur commercial qu'on puisse trouver. Ouais, Parce que je sais pas, mais ouais, c'est cool. Donc, j'aurais pas eu cette opportunité-là. Mais si j'avais pas décidé d'être pro et qu'ils me suivent à fond dans mon projet pro, qu'à un moment donné, je dise, bah écoutez, j'ai besoin d'argent, je pars là, peut-être tout ça serait pas arrivé. Donc, je leur dois beaucoup juste parce que mon père, au début, juste parce que ma mère, déjà, s'est arrêtée dans un bowling, faut quand même le dire. Et que mon père, à 10 ans, il a dit, écoute, moi, je joue moins, on va mettre l'argent un peu plus pour toi, pour que tu puisses être meilleur et t'épanouir. Donc, je pense que ça attriste un peu plus mon père, mais ils sont toujours autant à fond, hein. Ils sont toujours là quand on a fait vice-champion d'Europe l'été dernier, ils pleuraient comme donc jamais. même en Europe, ils se sont déplacés pour te suivre. Alors, c'était en France, Ah, mais quoi qu'il arrive, maintenant, ils se déplacent plus sur les tournois parce que bah, ils profitent un peu plus de la vie. Mais tous les championnats, ils ratent aucun championnat d'Europe. L'année d'avant, j'étais en Finlande, ils sont venus. L'année encore d'avant, j'étais en Allemagne, ils sont venus. Ils viennent tout le temps, ils en ratent pas. Alors, je sais pas s'ils me portent chance, mais à chaque fois, je fais médaille, par contre, bah quand ils écoute. sont là. Donc, je vais leur dire de venir au prochain si je suis sélectionné encore. Et même aux États-Unis, te suivaient, j'imagine que là, ça Non, devait mais être. ils ont suivi de loin, mais ils sont pas venus. C'était trop cher. Mais ils sont allés en Chine voir les deux championnats du monde que j'ai fait à Hong Kong et ils sont venus aux deux. Donc, ouais, J'imagine que là aussi, ça doit être une expérience unique, le ouais, championnat du monde en ouais, Asie. ouais, c'était génial parce que bah, le premier, c'est chez les jeunes et on s'attend à tout et à rien. On se dit, bon, on peut gagner parce qu'on sait pas. En même temps, on peut se faire atomiser parce qu'on sait pas. Et en fait, c'était une chouette expérience parce que tu rencontres des jeunes du monde entier. L'avantage de mon sport, c'est qu'on va dans l'Europe entière. On reste pas régionalement, on va vraiment dans l'Europe entière à haut niveau. Et le deuxième, là, par contre, c'était encore plus beau parce que ça s'est super bien passé. Et après la première étape des équipes, on était premier. La première partie, on joue avec les Américains, on fait mieux que les Américains, on renforce notre première place. Alors on chute à la fin parce que les pistes sont trop dures, on n'est pas prêt. Mais enfin, c'était une expérience de ouf pour nous. On se disait, t'as tous les meilleurs joueurs du monde qui sont là, quoi. Il y avait 200 joueurs, ils étaient tous là avec nous au même moment et c'était quelque chose. Et ouais, c'était cool. J'imagine que l'après-carrière, alors dans l'athlé, comme beaucoup de sports, on sait déjà qu'on est condamné à arrêter à un moment. Allez, Ouais, quand tu fais à 40 ans, tu es encore au niveau, c'est déjà exceptionnel. Là, quand on fait du bowling, il n'y a pas. on peut jouer jusqu'à. Ouais, 60, 70 ans, facile, hein. Il y a pas de limite, même à haut niveau. Il y a des championnats du monde de plus de 50 ans, il y a des championnats du monde de plus de 65, je crois même aussi. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr des plus de 65, hein, mais au moins plus de 60. Donc il y a des championnats du monde jusqu'à très vieux, et il y a un circuit pro normal, et il y a un circuit pro réservé aux plus de 50 ans et réservé aux plus de 60 ans. Donc il y a, on peut jouer au bowling très, très longtemps, quoi. Et c'est un sport à maturité tardive aussi. C'est à partir, alors t'as des cas exceptionnels, des jeunes de 25, 26 ans qui sont très forts. Mais c'est un sport où c'est à partir de 30, 29, 30 ans où là, tu commences à être dans le meilleur âge et t'as un 6, 7, 8, 10 ans devant toi où tu vas être très bon. Mais t'as des exceptions, hein. T'as le meilleur joueur du monde, je crois qu'il a 36 ou 38 ans aujourd'hui et ça fait 10 ans qu'il est meilleur joueur du monde. Mais c'est un sport à maturité tardive. Tu dois prendre beaucoup de claques avant de réussir. Tu dois vraiment te forger mentalement. Tu dois être prêt à avoir des hauts, avoir des bas. Et quand tu es jeune, c'est dur. Donc ça veut dire que la notion d'après-carrière, elle n'existe pas vraiment dans le bowling. C'est juste Non. une continuité. Ouais, c'est une continuité, tu t'arrêtes pas. Mais sur le circuit pro. En France, l'après-carrière, c'est à 19 ans. Malheureusement. Mais c'est triste, hein. Allez, après tes études, parce que quand tu es en études, des fois, tu as des avantages, mais à partir du moment où à 23 ans, tu dois avoir de l'argent pour payer ton loyer, c'est fini, quoi. Tu joues au bowling les week-ends par plaisir, tu vas t'entraîner 2, 3 fois par semaine si tu es vraiment motivé. C'est vraiment pas fun pour nous, quoi, maintenant, sportifs de haut niveau, quoi. On a un job la journée. Moi, je pars 3 jours par semaine sur la route, je dois trouver des bowling maintenant sur la route pour m'entraîner. C'est pas facile, hein, parce qu'il y a 500 bowling en France. S'il y en a 50 qui font du sportif, enfin,
c'est pas une stat énorme, quoi. Donc, c'est vraiment pas facile l'après-carrière pour nous, sport mineur en France, quoi. Et pour beaucoup de pays encore, j'ai vu des jeunes ultra talentueux à 20 ans qui ont dû arrêter, quoi. Pour X ou Y Donc, raison. tu te retrouves dans une situation où tu es un peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire que tu es pas vieux, Ouais, parce que tu as 27 ans, tu auras 28 à la fin d'année, tu l'as dit tout à l'heure, tu es en équipe de France, tu as plus ou moins décidé d'arrêter de poursuivre ton rêve ouais, d'être pro, pour autant tu espères encore faire certaines compétitions de pro. ouais. Comment tu le vis tout ça? Bah, en fait, je suis pas quelqu'un qui se projette beaucoup, donc je kiffe plutôt qu'autre chose. Je kiffe le moment présent. Je me dis là, j'ai ma petite fille, je me régale avec ma petite fille. Après, quand il y a les tournois, bah, j'essaye de faire le maximum en tournoi pour encore être en équipe de France, pour être prêt pour pour les championnats d'Europe, et demain pour un championnat du monde si on part en championnat du monde, et un jour avoir une fenêtre de tir en disant, ben là, je peux partir, c'est bon, et y aller, quoi. Je sais pas, ça se trouve, ça se trouve, ça arrivera pas, mais je pense que j'y retournerai quand même. Mais là, ça va, hein, je le vis bien. Ça se passe bien parce que je l'ai accepté la situation. J'ai accepté la situation du fait que je pourrais pas être pro à moins qu'un jour je dise, ben, le cerveau, il dise, ben, maintenant c'est ça. Aujourd'hui, c'est difficile avec une vie de famille, je pense, et ne pas avoir de revenus en France fixe, c'est compliqué. Et ou de soutien financier qui te permettent de le faire. Et donc peut-être qu'un jour, je dirais dans 5 ans, bon, j'arrête, je vais faire que du bowling, je sais pas. Mais Mais ouais, c'est non, pas à l'ordre du jour, en tout cas. c'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, je suis quelqu'un plus d'opportunités. Alors, c'est si demain il y a un projet qui me plaît ou si demain, imaginons mon entreprise, elle me dit, écoute, ben, on a confiance en toi, on va te financer un an, on t'aide là-dessus parce que mon entreprise est dans le bowling, donc peut-être qu'ils vont me dire, bah écoute, on te finance un an là-dessus, si tu y arrives, tant mieux, continue, si tu n'y arrives pas, bah, reviens chez nous. Ou demain, je vais trouver un projet qui me botte à mort dans d'autres sports. Je suis un fan de fléchettes en ce moment, j'ai plus envie de jouer aux fléchettes qu'au bowling en ce moment, tu vois, c'est un exemple con, tu sais, mais je regarde plus de vidéos de fléchettes sur YouTube que de bowling. Est-ce Donc, que c'est la même chose? Est-ce que l'approche est la même d'ailleurs? ben, je préfère les fléchettes bizarrement parce qu'il y a moins de place au hasard. Parce que le bowling, on est quand même un sport d'adresse et un peu de hasard. Alors, Ah, du pas, hasard, ah oui? pas de hasard, parce que des fois, il y a un facteur chance. C'est parce que les quilles peuvent tomber en effet domino. On maîtrise pas tout le temps la façon dont les quilles vont tomber. Donc nous, on peut trouver qu'on joue très bien. Alors peut-être qu'on joue pas bien. Et pas faire strike et regarder un mec qui est à côté et perdre contre ce mec, on a l'impression qu'il joue super mal et qu'il a de la chance. Et des fois c'est réel, des fois ça se passe, et des fois ça se passe pas, c'est juste notre imagination parce qu'on fait pas la bonne chose. Alors qu'au fléchette, je trouve que si tu dois faire triple 20, tu mets pas, tu rates le triple 20, tu rates le triple 20, quoi. C'est pas au bowling. Au bowling, tu peux rater un lancer complètement et faire strike. Au fléchette, tu rates une fléchette, tu rates une fléchette, quoi. Et ça se ressemble un peu parce que c'est un sport ça dure longtemps. Alors je fais pas de compétition, mais des fois je joue 2 heures de suite et je sors, j'ai un bras, j'ai trop mal, j'en peux plus et il faut savoir répéter un mouvement, analyser en plus sur quoi on peut faire pour gagner. Moi j'aime bien les fléchettes. C'est J'aime vraiment bien les cool. fléchettes parce que finalement, tu es maître de ton destin, en Ouais, fait, c'est ça. complètement. Ouais, parce que j'aime bien maîtriser ce que je fais, donc ouais, je pense que ça doit avoir un lien avec ça. La Je fais notion peut-être pas des de sports. contrôle chez toi, Ouais, en dehors du sport, puisqu'on a parlé beaucoup de sport, ouais. est-ce que tu aimes contrôler beaucoup de choses ou en dehors du sport, Bah, c'est plutôt. bon, en dehors du sport, c'est vraiment tranquille, hein. C'est, on verra ce qui se passe demain. Demain, j'ai ça à faire. Bon, on verra demain. Et là, quand je pars travailler, je sais que je pars, mais je sais pas quand enfin, je sais quand je reviens, mais des fois, oh bah tiens, je vais aller là au lieu d'aller là. Je vais bouger. Enfin, j'adapte un peu suivant ce que je vois, suivant ce que j'ai envie. Mais non, je contrôle moins dans la vie de tous les jours. Mais j'ai quelqu'un qui est avec moi qui contrôle beaucoup. Donc c'est peut-être pour ça que je contrôle moins, qui est très organisé et qui sait ce qu'elle veut, à quel moment et comment elle le veut. Donc ce qui fait que comme j'ai quelqu'un qui le fait, c'est triste à dire, mais qui préfère le faire ou qui a l'habitude de le faire ou qui le fait mieux aussi sûrement, je le fais moins dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que j'aime D'un contrôler. point de vue neuroscientifique, je dirais que tu t'es arrangé pour être avec quelqu'un qui fonctionne de cette Peut-être, manière. hein. J'ai pas fait exprès quand même, mais Oh, peut-être. tu sais, on choisit pas au hasard la personne avec qui on C'est dort vrai. quand même. Ouais, c'est Tu vrai. peux pas t'allonger tous les jours à côté de quelqu'un par hasard. J'y C'est crois vrai. pas. C'est quand même la mère de ta fille. Hein. Ouais, c'est vrai. Avec qui C'est vrai. tu as mélangé tes gènes. À mon avis, la place au hasard, non. Bon. Non, il y en avait plus trop. Mais ouais, non. Ouais, dans la vie de tous les jours, non, pas trop de contrôle. La vie de tous les jours, je suis plus justement. Alors, c'est pas procrastiner, mais genre, ouais, ça va.
je suis pas inquiet, quoi. Je suis pas Mais stressé par les tu vis événements. au jour le jour, tu le disais tout à Ouais, l'heure. demain, je sais pas ce que je fais. Je garde ma fille et suivant mon humeur, je sais pas ce que je vais faire. Ça se trouve, je vais faire une balade. Ça se trouve, je vais aller au bowling, voir ma conjointe jouer. J'en ai aucune idée de ce que je Euh, fais demain. Justement, l'organisation, ça se passe comment à la maison? Puisque tu parlais d'équipe de France, vous êtes tous les deux Ouais, en équipe de France, donc ça veut dire que vous êtes susceptibles tous les deux d'être qualifiés à la même compétition. ouais. Vous avez un Alors, petit bout maintenant, comment ça va se gérer ça? ce qui est l'avantage et le désavantage. L'avantage, c'est que je suis pas là 3 jours par semaine et que ma conjointe est encore en congé maternité. Donc, ce qui fait qu'elle est encore en train de s'occuper de la petite et elle peut s'entraîner pendant ce temps-là. Après, les tournois, on joue souvent la même chose. Là, elle vient juste de reprendre ce mois-ci, donc c'est un peu, c'est tout C'est récent. tout récent. Euh, mais là, là, elle a, en fait, les championnats hommes et femmes sont toujours séparés, ils sont jamais en même temps. Donc, elle, c'est son année de championnat, donc c'est elle qui est en priorité sur tout ce qui est entraînement, tout ce qui est compétition. Ce week-end, c'est elle qui joue, c'est pas moi parce qu'elle doit préparer ses championnats. Mais dans 2 semaines, par exemple, on joue un tournoi tous les deux en même temps. C'est la belle-sœur qui va garder la petite pendant tout le week-end. Heureusement, on a la famille qui est là. Mais l'inconvénient, c'est que la famille joue beaucoup aussi. La belle-sœur joue bien, les beaux-parents jouent bien. Alors mes parents jouent pas, mais ils sont à l'autre bout de la France. Donc c'est pas simple tous les jours. C'est une organisation, mais au fur et à mesure, je pense que ça se fait. On découvre, hein, il n'y a pas de règles. Je pense que chacun fait comme il peut et comme il veut avec son bébé, suivant le bébé comment il est. On a de la chance d'avoir un amour qui est assez souple, qui nous laisse vivre normalement, on va dire. Alors, vraiment normalement entre guillemets, mais Un on bébé, a quoi. la chance de, Un ouais, un bébé. bébé quoi, mais qui pleure pas quand on la bouge, qui pleure pas quand on l'amène au bowling. Pour l'instant, on a un bébé qui est cool, donc pour l'instant, la vie n'a pas trop changé. Mais après, surtout, Elle a toutes les chances de finir la meilleure au monde j'espère, hein. au bowling. J'espère. Des Elle a fois, les c'est pas un gènes, avantage. elle a Elle a les déjà, gènes, mais c'est pas un avantage hein, d'être le fils d'eux des fois, hein. parfois. Ça va pas être un avantage, hein. Donc parce que le bowling c'est un petit monde et c'est pas un sport très très reconnu, donc tout le monde connaît tout le monde sait que donc ouais, elle était pas née qu'on nous disait alors elle va jouer au bowling. Si elle veut pas jouer au bowling, si elle veut jouer, si elle veut faire de la danse, elle fera de la danse, hein. Si elle veut être mannequin, elle sera mannequin. Elle fait ce qu'elle veut quoi. C'est elle qui décidera. Alors il y a de grandes chances qu'elle joue au bowling parce qu'elle va être H24 dans les bowling. Mais on verra. Je sais pas. C'est tant mieux si elle joue, si elle joue pas, tant mieux aussi. Du moment qu'elle s'épanouit dans ce qu'elle fait, franchement, on va s'en foutre un peu, quoi. Mais si elle nous laisse jouer, c'est cool aussi quand même. Pour Mais l'instant qu'elle voulait jouer ouais, après oui, et c'est qu'elle et elle ouais, aiguise sa capacité ouais. d'analyse parce Mais que c'est une sacrée organisation. Par contre, alors c'est plus Madame qui gère, comme j'ai dit un peu avant, mais c'est une grosse organisation de dire ben, comment on fait, qui part quand. Là, on doit régler les championnats de France parce qu'on joue tous les deux en même temps championnat de France. Donc là, on doit régler ça. Comment on va faire? Donc là, c'est le sujet en ce moment. Comment on s'organise? Le championnat d'Europe, si elle est sélectionnée, on a déjà presque tout réglé. Donc comment on va faire pour le championnat d'Europe? Donc il y a plein de choses à régler. Et c'est beaucoup plus d'organisation, mais ça se fait, hein. Enfin, on est sportifs de haut niveau tous les deux. Elle va être dans une famille de sportifs. À un moment donné, elle aura pas le choix que de suivre le mouvement un peu de sportif. Donc non, ça va. Elle est cool, donc ça va, ça se passe bien. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Parce que j'ai bien compris que tu ne te projetais pas et que tu vivais l'instant Ouais, présent. bah Alors, que qu'est-ce qu'on peut tout te souhaiter? que tout continue comme ça. Que rien Que ne j'arrive, change. que rien ne change, ouais, que j'arrive encore à bien jouer au bowling, que j'arrive encore à performer, que je sois encore en équipe de France. S'il y a un truc que j'aimerais qu'il se passe, je pense que là, la carrière de haut niveau s'arrêtera, c'est d'être champion d'Europe. C'est le rêve. On est passé pas loin l'année dernière, vraiment pas loin. Je pense que si je suis champion d'Europe, je vais pas dire la boucle est bouclée, mais c'est le seul truc qui manque vraiment à mon palmarès. Je pense que j'ai gagné un tournoi européen, j'ai fait le Tour Pro sans réussite, mais j'ai quand même, alors, petite anecdote, j'ai quand même gagné un tournoi aux USA. Ce qui est Wow! alors, c'était un petit tournoi, mais j'ai quand même gagné un tournoi. J'ai les titres de champion de France dans chaque catégorie. J'ai tout gagné, toutes les catégories, de la plus petite catégorie aux élites. Doublette, équipe de 5, j'ai tout gagné les titres en France. Donc, le seul truc qui manque, pour peut-être que je me retire un peu et moins jouer, c'est un titre de champion d'Europe. Mais c'est Et bizarre, pourquoi tu dis pas champion du monde? parce qu'en fait, en effet, faut être réaliste. Les mecs sont quand même meilleurs. Ah, Faut donc être objectif. c'est du fatalisme en Ouais, fait. ouais, non. Après, demain, si on va au championnat du monde, j'irai pour gagner, hein. Si demain il y a une possibilité de gagner, je vais pas leur laisser, hein. Je vais la prendre, hein. Mais ça, c'est la première chose, c'est qu'ils sont meilleurs. Et la deuxième, il faut aller au championnat du monde. Et le fonctionnement de la fédération fait qu'on a peu de chances de participer au championnat du monde parce qu'il n'y a pas les financements de l'État derrière et ça coûte très très cher. Parce qu'on part à 6, hein.
À 6 plus 2 coachs, ça fait 8 et en général, on part pas en Europe, hein. Il y a une fois, il y Mais a, tu parles toujours du par équipe. En individuel, c'est pas envisageable? bah, en fait, les championnats du monde, quand tu fais un championnat du monde, on part à 6 mais on joue individuel, doublette, triplette, équipe de 5. On a plusieurs événements dans un championnat. Pareil au championnat d'Europe. Mais le Saint Graal, c'est de gagner en équipe. C'est ce qu'il y a de plus beau, l'équipe. Je pense que si tu as choisi entre championne d'Europe en relais ou championne du monde individuel, qu'est-ce que tu Individuel? choisirais? Ah, tu choisis individuel? Ah, mais carrément. Ah, moi, je pense que je choisis en équipe parce que mes meilleurs souvenirs, ils sont en équipe, quoi. C'est bien Bien de sûr, gagner tout seul. les souvenirs marquent quand t'es en équipe, mais ah non, non, en individuel, quoi. Pour nous, la valeur, elle est Ah décuplée. ouais? Ah Ah ouais, ouais. moi, je préfère en équipe. Après, c'est ma façon de penser. Je pense qu'il y en a il y en a, ils prendraient n'importe quoi. Mais si demain, on me dit choisis si on me dit champion d'Europe équipe ou champion du monde individuel, ouais, je pense que je prends champion d'Europe équipe parce que Ah ouais. ça me fait plus kiffer de partager. J'ai eu tellement de bonnes expériences en équipe et de bons souvenirs et des émotions incroyables en équipe que j'ai pas retrouvé en individuel. J'ai gagné des trucs en individuel qui étaient fous, mais mes plus beaux souvenirs sont en équipe, quoi. J'ai pas de. Donc, ce qui fait que je choisirais champion d'Europe équipe 1000 fois que champion du D'accord. monde individuel. Alors oui, si demain il y a les deux, ben, je ferai les deux, hein, mais ouais, champion d'Europe équipe, ça me fait plus kiffer que champion de. C'est T'es la nation championne d'Europe, quoi. T'es pas le joueur champion d'Europe, t'es la nation parce que c'est une équipe, tu vois. Voilà, c'est comme ça que je Et pense, il a mais fallu attendre la fin du live pour avoir l'anecdote entre individuel, champion du monde et champion ouais, d'Europe par équipe. Tu je prends préfères champion équipe, je d'Europe pense. par Ouais, équipe. je pense, je sais pas. Ouais. Incroyable. Je crois que je vais faire un sondage. Euh, je crois que Ouais, tu tu m'as peux. donné Je pense que envie ça de peut être intéressant, hein. Mais après, il faut voir sur les sportifs de haut niveau. Mais la notion d'équipe, je sais pas. Je te prends le dernier championnat d'Europe. Je pense qu'il y en a qui pourront retrouver le live sur YouTube parce que c'était diffusé en live. J'ai été Je crois que tu as possédé. fait des heureux, hein, parce que j'ai vu des cœurs s'envoler Ouais, au moment où tu as dit champion c'est vrai, d'Europe j'ai par pas fait équipe. attention. Donc, à mon avis, il y a des copains et des copines de Gaëtan Ouais, là, du bowling qui sont en ouais, train de regarder, hein. et sur le championnat d'Europe, j'étais possédé. J'étais tellement possédé que, à mon avis, j'ai eu la tête qui tournait de hurlements, de joie et tout. J'ai jamais eu ça en individuel, quoi. On a pleuré de joie d'être vice-champion d'Europe. Alors qu'on a perdu de peu. Mais c'était un truc qu'on a parlé pendant des années. Enfin, à partir du moment où on a su que le championnat d'Europe était en France, parce qu'on a fait le championnat d'Europe en France, on s'est dit, on va être champion d'Europe chez nous. On s'est un peu trop dit ça, ce qui fait qu'on a très mal joué le reste du championnat. On a été très mauvais sur tout le reste, mais en équipe, on a été là. Et ce qui s'est pas, enfin, le championnat et tout, ouais, il s'est passé quelque chose en équipe. Il se passe toujours quelque chose en équipe. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Alors peut-être que c'est cette équipe-là avec ces joueurs-là, ou cette base d'équipe avec ces joueurs-là qui fait que. Mais ouais, je pense que je choisirais l'équipe. Tu vois, demain on me dit à la fin de l'année, t'es champion de France en équipe ou en individuel. Je pense, je prends l'équipe encore parce que je préfère partager ça en équipe qu'en individuel. En individuel, tu le partages avec toi-même, quoi, tes proches, et les gens, ils sont pas contents pour toi parce qu'ils ont pas gagné avec toi, donc ils disent bravo, mais ils le pensent pas. Alors que si tu gagnes avec des gens, t'es, tout le monde partage cette sensation. Non, je prends équipe 1000 fois. Ouais, Alors, c'est ce qu'on va te souhaiter ouais, d'être champion d'Europe par champion équipe, d'Europe par équipe. pour pouvoir arrêter ma carrière à haut niveau. Ouais, c'est le seul truc qui manque. Je Ouais, ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu reçois du ouais, monde à on a la la même maison, vision de ça. justement, et que tu dois t'organiser pour ta chérie qui part en compétition Ouais, demain. Donc, j'ai été ravie de te revoir, bah, mon cher merci. filleul, Ouais, parce que ça faisait ça m'a fait longtemps qu'on plaisir s'était aussi, pas ouais, vu. ça faisait longtemps, ouais. Ouais, petite anecdote, je suis passé en Martinique en février il y a 1 an et demi de Ah ça. ouais, il y a un bowling Et en Martinique, en ouais, effet. j'y suis passé. Et d'ailleurs, ils sont clients dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Et j'ai hâte de retourner en Martinique parce que c'était très très beau. Ah bah, tu fais bien, merci. On finit bien ce Plus pour live la Martinique, avec une ouais. petite promo de la Martinique, tu vois. Ouais, c'était trop bien. C'était mes meilleures vacances. On a kiffé la plage des Salines. Ah oui, Voilà, ce qui m'a marqué le plus. Elle est les plages magnifique. de carte postale. Ouais, tout est magnifique. Bref, voilà, petite anecdote. Donc j'ai pensé à toi quand j'étais là-bas. Ah bah, merci Donc voilà, d'avoir pensé à moi. Merci aussi d'avoir pris le temps de répondre avec à mes plaisir. questions Merci de malgré l'emploi m'avoir du temps. invité. On a entendu le petit bout qui pleurait derrière. Ouais, J'espère que ouais, les désolé clients, pour les petits bruits. elle s'est, ouais, bah, à mon avis, madame a géré parce qu'on Ouais. l'entend Bon, plus. Donc, il y a 5 femmes, donc je pense que là, avec les 5 qui sont là, il y en a bien une qui a dû trouver une solution. Donc ça des, va. des- des femmes pour gérer un Ouais. petit bout. Merci encore. Merci à Merci à toi. vous d'avoir suivi le live. Alors, on a parlé de santé mentale de prépa mentale dans ce live, hein. Donc, vous l'avez compris, je suis coach et thérapeute, experte en neurosciences appliquées. J'accompagne donc les sportifs et les anciens sportifs de haut niveau
qui se sentent dépassés, qui se sentent seuls et qui se sentent perdus, notamment à l'ère des Jeux Olympiques. Là, certains, je reçois de plus en plus d'appels pour me dire comment on peut s'organiser. Et si vous posez la question, parmi ceux qui sont qualifiés, bien, il y en a que j'accompagne. Voilà, donc si vous voulez me contacter sur les réseaux sociaux, c'est sur Insta, c'est sur LinkedIn et sur Facebook, sur X, tout ce que vous voulez, et sur mon mail évidemment, contact@vanessagladon.com. Si vous écoutez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est jamais perdue, même la partie de bowling, on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'au dernier point pour le bowling. Et on s'abonne pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, pour un nouveau live de The Glad One Podcast. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci Gaëtan. Au revoir.